Oui, OK. Donc, je vais donc recommencer un petit peu parce que j'ai oublié d'enregistrer la conférence, je m'en excuse. Donc, on va reprendre un petit peu sur le départ. Alors, c'est découvrir les lois de la matrice et comment participer au grand changement, le titre de la conférence. Et donc, vous me suivez bien, donc c'est super. Donc, je vous disais simplement qu'il y a trois grands ingrédients qui animaient la matrice. Et on était en train donc de dire effectivement que moi, en tant qu'être humain, je suis un être individuel, mais en tant qu'être individuel fait de chair et d'os, je suis en relation et en résonance avec donc un monde mental qui appartiendrait à la collectivité humaine. Depuis le début des temps, l'être humain a comme construit un ensemble d'expériences mentales. Cet ensemble d'expériences mentales-là, finalement, se trouve dans une forme, dans un état vibratoire, pourrait-on dire. Puis moi, en tant qu'être humain, je suis en résonance, sans me le savoir, avec ces informations mentales-là. Ce qui veut donc dire que moi, en tant qu'individu, moi, en tant que collectivité québécoise, moi, en tant que collectivité canadienne, moi, en tant que collectivité française ou belge, etc., j'ai donc un accès à une certaine somme d'informations qui sont colorées avec une vibration. La vibration, évidemment, qui appartient donc à si par exemple on parle de la collectivité québécoise, ben, qui va donc vibrer avec tout ce qu'il y a eu comme pensée émise par la collectivité québécoise. Okay? Donc, ça veut dire que moi, je suis manipulé, coloré en fin de compte à travers ça. Et là, on était ensuite parlé ensuite du monde émotionnel, dans lequel je vous disais qu'il y avait donc des entités, on va les appeler comme ça. Pour moi, les entités, qu'est-ce que c'est? C'est une conscience qui est individualisée. Elle est décédée. OK? Moi, je suis un corps physique terrestre. Cette mémoire-là est décédée, c'est-à-dire c'est une mémoire, c'est une expérience émotionnelle. Et cette expérience émotionnelle-là, quelque part, se manifeste à travers une forme de personnage. Et ce personnage-là a une conscience de lui-même. C'est-à-dire que moi, si je suis triste, par exemple, ben, quelque part, je peux générer un Sylvain triste. Et ce Sylvain triste-là, effectivement, va créer comme une genre d'énergie, une conscience mémorielle. Cette conscience mémorielle va être animée par la tristesse. Et si elle est dynamisée ou en résonance avec d'autres mémoires de tristesse appartenant à l'histoire de l'humanité, ben à ce moment-là, elle va être encouragée à être triste, elle va se nourrir de ça et elle va finalement devenir éternelle, entre guillemets, tant et si longtemps qu'il n'y a pas un processus de nettoyage, de libération qui va s'effectuer par rapport à ça. Ce qui veut donc dire que moi, en tant qu'individu, encore une fois, je suis dans une position où, sans m'en rendre compte, dès que j'émets quelque chose en termes d'énergie psychique, hein, des énergies émotionnelles qui vont se manifester sous forme de personnages, comme c'est dans mes perceptions de la pleine conscience intuitive, c'est beaucoup ça que je vais observer. Bien évidemment, ces personnages-là vont se retrouver, eux, en résonance avec la mémoire familiale, avec des mémoires familiales que je peux avoir vécues, avec des mémoires de mon peuple, du peuple québécois, avec des mémoires de l'humanité tout entière, etc., etc. Donc, qui vont faire que ces émotions-là peuvent devenir non gérables pour moi parce qu'elles deviennent trop importantes, parce que je me sens envahi par elles, parce que je ne parviens pas justement à retrouver mon individualité par rapport à elles. On va voir qu'il y a des solutions à tout ça, hein? Mais c'est un petit peu la présentation que je voulais faire. Ensuite, évidemment, si on aborde donc dans ce monde émotionnel, je disais qu'il y a donc des mémoires qui sont des vibrations très basses. Par exemple, plus les vibrations sont basses, plus la conscience est identifiée à, à ce qu'elle est. Comme moi, Sylvain Bélanger, bien évidemment, si j'ai une mémoire qui a des niveaux de fréquence très bas, bien, ce Sylvain Bélanger-là va être identifié très fortement à sa conscience qui est Sylvain Bélanger et à sa souffrance. Si c'est la tristesse qui est là, plus l'individu est identifié à sa souffrance, plus il va vivre la souffrance, puis plus il va finalement se retrouver comme inhibé, je dirais, et complètement étroitement fermé dans sa conscience. Il ne pourra pas envisager de passer à un autre niveau de conscience parce que pour lui, sa souffrance va être la seule réalité. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, plus l'émotion, l'état, la vibration émotionnelle va s'élever, plus la vibration émotionnelle va être moins rigide, moins prisonnière de sa propre limitation, et plus elle va être capable d'envisager une ouverture, un changement de conscience. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que moi, en tant qu'être humain, je suis donc un être qui a donc un bagage qu'il connaît de lui-même. Puis ce bagage-là, ben, lui, il va résonner avec donc un monde mental, donc un monde de pensées qui sont disponibles, qui peuvent être des pensées qui ont une nature expansive, évolutive, ou une nature plutôt limitative, c'est-à-dire plus étroite, plus rigide, etc. Tout comme au niveau émotionnel, je peux vibrer avec des émotions qui ont des niveaux de conscience expansive, évolutive, qui m'amènent vers justement un sentiment de plus grande harmonie, de plus grand équilibre avec moi-même, ou bien quelque part des mémoires émotionnelles qui vont être complètement renfermées sur elles-mêmes et qui vont m'empêcher à ce moment-là de pouvoir m'épanouir au niveau émotionnel. Donc, vous voyez que ça, c'est des éléments qui sont intéressants parce que ça nous amène encore une fois à regarder dans le monde terrestre d'une façon différente les choses. Parce que ça veut donc dire que nous, en tant qu'être humain, en tant que fait d'être fait de chair et d'os, d'une certaine façon, on est, j'exagère beaucoup en disant comme ça, on est des pantins dans le sens qu'on est comme des marionnettes
qui, tant et son temps qu'elle ne saura pas que ces forces-là existent, ben on est un petit peu comme prisonnier. On subit ces forces-là, puis parce qu'on les subit, bien, quelque part, on joue, on regarde le monde de la réalité comme un monde, à quelque part, qui est un monde de conséquences réelles, qui sont reliées à des événements, des situations, etc. Puis on pointe du doigt les gens, en oubliant quelque part que ces gens-là, finalement, sont manipulés par ces forces-là, et que tant et longtemps qu'on ne sera pas capable nous-mêmes de reconnaître ces forces-là en dedans de nous, bien, on va se faire prendre par le jeu du monde physique, qui nous laisse croire des choses qui ne sont pas nécessairement toujours ce qu'on devrait comprendre la réalité, en fin de compte. Après ce monde émotionnel-là que je viens de vous décrire, il y a le monde énergétique. Le monde énergétique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est que moi, en tant qu'être humain, par exemple, vous avez déjà vécu sans doute ça, hein? Des fois, on se dit, j'ai rencontré quelqu'un, puis cette personne-là m'a complètement épuisé. Elle m'a complètement dévitalisé. Parce que je ne sais pas, j'étais avec elle, puis je ne sais pas, son énergie, sa façon de me demander des choses, j'ai l'impression de me faire bouffer par cette personne-là. Donc, je vous parle de cet exemple-là pour vous faire comprendre que deux êtres humains qui se rencontrent, il y a donc des échanges mentaux, émotionnels, mais aussi énergétiques qui vont s'effectuer. Et ces échanges énergétiques-là peuvent être des échanges, par exemple, quelqu'un qui est très malade, bien, si on ne fait pas attention, on va voir une personne qui est très malade, on peut sortir de là complètement épuisé. Pourquoi? Parce que la personne très malade est dans un besoin énergétique tellement fort que malgré elle, elle va nous solliciter à un point tel qu'on va se faire bouffer, hein, c'est-à-dire qu'on va se faire prendre de l'énergie par cette personne-là, si on n'a pas des bonnes assises, et puis finalement, on va sortir de là épuisé parce qu'on va avoir eu le sentiment que cette personne-là nous a siphonné énergétiquement parlant. Donc, comprenez qu'il y a donc des échanges énergétiques. C'est ça que je veux faire comprendre. Puis, évidemment, quand on parle de virus, par exemple, bien, c'est évident qu'un virus, c'est, dans ce sens-là, évidemment, dans cet univers subtil-là énergétique, il y a donc un mode de communication et d'échange. Donc, les virus sont une expression ici de cette structure énergétique-là. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette structure énergétique-là? Bien, elle vient, elle aussi, depuis le début des temps. Hein, il y a des gens, bon, les ésotériciens appelaient ça les miasmes. Par exemple, en homéopathie, on a beaucoup parlé de miasmes. Les miasmes, c'est comme une forme de conscience vibratoire dans laquelle il peut se manifester des maladies qui peuvent se répandre sur la Terre parce que, quelque part, ces pollutions-là énergétiques-là, dans certaines conditions, vont s'actualiser. Alors, vous voyez, il y a d'autres gens qui parlaient d'illusions. Alice Bailey parlait d'illusions énergétiques qui mettent en évidence un peu cette idée que la Maya énergétique, plutôt, c'était comme ça qu'elle appelait ça, qui mettait en évidence justement que dans le monde terrestre, dans le monde vibratoire énergétique, il y avait effectivement comme des pollutions qui étaient là. Et ces pollutions, ben, quelque part, dans certaines circonstances, pouvaient générer des situations, quelque part, de virus, des choses comme ça, qui pouvaient se répandre. Alors, vous voyez qu'encore là, c'est intéressant de comprendre que dans ce monde subtil-là, on parle d'un monde qui a donc un monde qui pourrait nous donner accès à un paradis, mais l'histoire humaine a fait que ce paradis-là est devenu quelque chose de moins paradisiaque parce que justement, l'évolution de la conscience humaine n'a pas su, à quelque part, s'articuler autour d'une voie d'alignement. Elle s'est plutôt désalignée par rapport à sa nature profonde, ce qui a fait que justement, on se retrouve dans une position où on est confronté, on est manipulé par cet univers mental, cet univers émotionnel, cet univers énergétique. Et évidemment, la conséquence de tous ces univers-là que je viens de nommer, c'est le monde terrestre, dans lequel on se retrouve, nous, à regarder les conséquences de tous ces univers-là, finalement, qui sont présents à des niveaux plus subtils. Alors, ce que j'aimerais peut-être, donc j'ai vu qu'il y avait une question ici, c'était est-ce que la résonance est un mécanisme inconscient? Absolument. La résonance, on la nomme autrement par la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle met en évidence l'idée que moi, en tant qu'être humain, j'aimais quelque chose et la vie, l'univers, va me mettre sur mon passage quelque chose qui va résonner avec moi et qui va finalement établir un genre de communication entre l'univers et moi. Si je suis sensible à ce qui se passe dans ma vie, je commence à comprendre que ma vie me montre sur mon passage des messages par le biais des circonstances de la vie qui vont me confronter, qui vont m'obliger à évoluer, progresser, cheminer pour que moi j'apprenne justement à être de plus en plus en harmonie et en état de paix avec moi. C'est ça un peu l'idée hein, de ce qu'on appelle ce principe de la loi d'attraction. Puis il faut comprendre la loi d'attraction, on a souvent tendance à l'appliquer, moi, dans le monde terrestre, avec ce que la vie me montre sur son passage, mais on doit comprendre que la loi d'attraction, elle se développe dans le monde énergétique, dans le monde émotionnel, dans le monde mental. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être mental, je vais donc attirer à moi, dans le monde des pensées, des énergies qui vont être en résonance avec moi. Dans le monde émotionnel, même chose. Dans le monde énergétique, même chose. Donc, il y a des phénomènes de résonance qui s'effectuent à ce niveau-là, qui fait bien nous dire, justement, que l'on crée notre réalité.
Pourquoi on la crée, notre réalité? Mais parce que justement, on a cette capacité de pouvoir focuser notre conscience sur des énergies qui vont nous refléter quelque chose qui nous appartient. Et si on ne comprend pas ça, on va s'identifier à ça. Et si on s'identifie à ça, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va y avoir effectivement une forme de fixation de la conscience qui va se développer. Et c'est ça qu'on appelle l'ego. Hein? L'ego, qu'est-ce que c'est? C'est ma conscience qui devient quelque part figée parce qu'elle s'identifie à quelque chose. Et parce qu'elle s'identifie à quelque chose, elle devient finalement certaine que c'est ça qu'elle est. Et comme elle est certaine que c'est ça qu'elle est, c'est ça qui va finalement entraîner donc dans le monde terrestre ce qu'on pourrait appeler c'est les conflits, en fin de compte. Hein. Les conflits, c'est quoi? C'est deux êtres humains qui se rencontrent, un avis, l'autre un autre avis, puis ils se discutent pendant des heures parce qu'un essaie de convaincre l'autre. Et vice-versa. C'est un indice justement que ça, c'est un combat, un conflit d'ego. Un conflit d'ego, c'est j'ai raison plus que toi et je vais t'en faire la preuve. Puis l'autre personne nous répond un peu la même chose de cette façon-là. Bon, on me pose la question ici, le monde énergétique et celui émotionnel sont-ils étroitement reliés? Ben oui. En fin de compte, j'ajouterais le mental aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils sont tous étroitement reliés. Le monde physique, à la limite, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'ils sont tous reliés, ces univers-là. Sauf qu'en même temps, je pense à quelque part que la physique quantique va nous révéler des choses de plus en plus claires sur ce sujet-là, qui va nous mettre en évidence que tout ce qu'on génère, tout ce qu'on est quelque part, c'est étroitement relié parce que justement, dans la guérison spirituelle, il est reconnu, par exemple, qu'une mauvaise pensée va entraîner donc des émotions, des énergies psychiques, émotionnelles, qui vont finalement devenir autonomes par des consciences émotionnelles de basse vibration, par exemple. Ces basses vibrations-là vont épuiser l'énergie vitale. L'énergie vitale va donc créer des trous énergétiques dans notre champ. Ces trous énergétiques-là vont générer des faiblesses qui vont générer des problèmes de santé par la suite, par exemple. Tu vois, ça serait un exemple qui pourrait être que je donne comme ça pour bien faire comprendre à quelque part qu'on est dans un processus où on doit reconnaître qu'on est holiste. Holiste dans le sens que tout ce qu'on dégage, tout ce qu'on est quelque part, nous met en contact avec une certaine forme de fréquence qu'on émet. Et cette fréquence-là, bien évidemment, on peut être dans un état d'alignement, c'est-à-dire on peut être dans une position justement où on reconnaît quelque part qu'on est dans une voie d'équilibre, ou au contraire, on peut constater qu'à travers ce voyage qu'on peut effectuer dans ces univers-là, on peut constater qu'on a des résonances qui peuvent nous éloigner complètement de l'essence de qui nous sommes et qui peuvent nous empêcher justement de pouvoir vraiment manifester l'essence même de notre être. Ce que j'aimerais aborder maintenant par rapport à tout ça, c'est que la conscience, à quelque part, donc j'ai dit que lorsque la conscience s'identifie à quelque chose, elle devient, c'est la manifestation de l'ego. Maintenant, l'autre chose que j'aimerais aborder, c'est la notion du bien et du mal. Parce que finalement, la conscience, elle est polarisée. C'est-à-dire que dans le monde mental, dans le monde émotionnel, dans le monde énergétique et même dans le monde physique, il y a deux grands mouvements qu'on va retrouver chez l'être humain. Et ces deux grands mouvements-là sont, pour moi, des grands principes de l'univers. Puis que si on apprend à les reconnaître, on peut déjà avoir une observation de comment on fonctionne et comment on est. Alors, qu'est-ce que c'est? Ces deux principes, je les nommés, c'est, pour moi, il y a une polarité expansive, donc une polarité expansive dans la conscience humaine, puis une polarité limitative. L'expansif, c'est évidemment, c'est quand mon champ d'énergie émet de la lumière, par exemple, ça c'est expansif, parce que je pourrais émettre de la lumière à l'infini. À un moment donné, par contre, si j'émets de l'énergie à l'infini, à un moment donné, j'aurai plus conscience de mon corps. Mon corps n'existera plus. Donc, il y a un autre mouvement qui existe, qui est le mouvement limitatif, qui me ramène justement à mon corps. C'est comme un genre de phénomène respiratoire. J'émets de l'énergie et j'absorbe de l'énergie. J'émets et j'absorbe. C'est ce qui fait, c'est ça que le corps humain fait. Il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a démontré que le soleil émettait de la lumière et que les cellules de mon corps absorbaient cette lumière-là puis rémettaient de la lumière. Donc, c'est ça le phénomène de respiration. C'est-à-dire que le champ énergétique qu'on a tous, bien, ce champ énergétique-là va fonctionner sur ce principe de respiration. J'absorbe de la lumière, donc j'assimile de la lumière, et ensuite je réémets de la lumière. Et ce phénomène-là, quelque part, on pourrait l'appliquer dans toutes les dimensions que j'ai nommées précédemment. Alors, qu'est-ce qui va faire que cet univers-là, effectivement, expansif et limitatif va être équilibré puis va être harmonieux, c'est quand que, effectivement, il y a une forme de respiration naturelle, normale, un bon rythme, puis dans lequel, évidemment, il n'y a pas de phénomène de tension, de blocage, de perturbation. Alors, quand on regarde ça d'un point de vue de la santé,
par exemple, un corps physique qui serait en parfaite santé, on va dire que c'est une santé, un champ énergétique qui est négantropique. Négantropique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas d'obstacle, je n'ai pas de tension, je n'ai pas de blocage. L'énergie circule d'une façon fluide et harmonieuse en moi. Ça veut donc dire que dans ces conditions-là, comme mon corps n'est pas en tension, ça veut donc dire que j'ai un état de respiration biolumineuse, totalement harmonieux, totalement équilibré, dans lequel mon potentiel énergétique, justement, va demeurer présent en moi. Donc, c'est là, évidemment, qu'on comprend à ce moment-là que plus ce processus-là se fait dans un contexte de négantropie, plus ma santé est optimale d'un point de vue physique et énergétique. C'est-à-dire que j'ai un bon potentiel énergétique, donc je risque de ne pas tomber malade facilement parce que j'ai une bonne richesse énergétique. Mais on comprend ici que la négantropie signifie qu'au niveau émotionnel, je suis en parfaite harmonie avec moi, je ne suis pas en désaccord avec ma nature émotionnelle, et au niveau mental, même chose. C'est-à-dire que je ne suis pas en désaccord avec ma pensée, est en accord avec ce que je suis. J'ai une harmonisation de l'être que je suis, ce qui veut dire que la négantropie va s'appliquer tant dans une dimension énergétique que émotionnelle, que mentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de friction. Tout est en état de régénération, pourrait-on dire, chez l'être humain. Et c'est ça qui va faire qu'on va être dans un processus d'optimisation de la santé à tous les niveaux. Et si on regarde ça d'un point de vue collectif, bien, ce serait un peu le même phénomène. On pourrait envisager que collectivement parlant, l'idéal, ce serait que tous les êtres humains soient capables, justement, collectivement, d'avoir ce phénomène de respiration en tant que peuple québécois, par exemple, bien, que le peuple québécois soit capable d'absorber et de réémettre la lumière collectivement, puisqu'il faut comprendre que le peuple québécois dégage une certaine énergie. Comme moi, j'ai un champ énergétique, mais le peuple québécois, le peuple canadien, le peuple français, ont un certain rayonnement, une certaine énergie qui se dégage d'eux et qui va faire qu'effectivement, ce phénomène de respiration biolumineuse que je décris va s'appliquer de la même façon. Donc, plus la négantropie est présente, plus il y a donc un phénomène de régénération qui fait qu'un peuple va être en santé aussi. OK? Alors, c'est ça qui est important. Il y a deux livres qui parlent des formes pensées, de leur influence d'Anne Givaudan. Ben oui, ben les formes pensées, quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je viens de dire, tout simplement. C'est-à-dire que l'énergie répétitive entraîne des formes pensées. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait? Comment on peut éviter de répéter? Mais répéter, quelque part, c'est naturel chez l'être humain dans un contexte d'expérimentation. Donc, il n'y a pas juste un aspect négatif au fait qu'on se répète et répète et répète une expérience. Et quelquefois même, c'est nécessaire. Si je veux, par exemple, apprendre le piano, ben, apprendre le piano va exiger que je répète toujours la même chose. C'est-à-dire que je vais finalement limiter des gestes de ma conscience pour être capable d'apprivoiser une habileté à jouer de la musique. Donc, il y a des éléments fondamentaux là-dedans. C'est nécessaire, quelque part, de reconnaître que la polarité limitative, c'est une polarité essentielle dans l'apprentissage. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, lorsqu'on a appris à faire quelque chose, on n'a pas à le réapprendre 25 000 fois. Donc, à un moment donné, c'est ça qui se passe dans le principe de cette loi de la conscience limitative, c'est qu'on vit des cycles. C'est ça un peu le problème de la limitation, c'est que ces cycles-là font faire que moi, ma conscience va se fermer sur elle-même. Parce que la conscience limitée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle essaie, elle, de dire, j'ai un corps physique, puis je ne veux pas le perdre. Donc, même quand je meurs, ma mémoire, quelque part, de l'être qui décède, lui, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est qu'il va chercher à rester le plus figé dans une conscience mémorielle le plus proche de la densité physique pour essayer de préserver, quelque part, son idée d'exister. Alors, c'est ça qu'on parle de mémoire limitative, hein? C'est-à-dire qu'on a à ce moment-là une tendance, à quelque part, à rester prisonnier, finalement, de la densité. Et cette densité-là nous empêche de pouvoir évoluer. OK? Et pourquoi c'est comme ça? Mais parce qu'à quelque part, l'être humain n'a pas apprivoisé la mort. Il n'a pas apprivoisé la mort parce qu'il n'a pas pris le temps, lui, de reconnaître que la mort, ça faisait partie d'un processus qui nous amenait vers une expansion. Et l'expansion, ben, c'est une expérience de fusion avec l'univers. Alors, c'est peut-être une expérience qui est merveilleuse et fantastique, mais l'être humain n'a pas encore apprivoisé cette réalité-là. Ce qui veut donc dire que, justement, d'une façon collective, nous, en tant que peuple, en tant qu'humanité, on a donc, finalement, à travers les temps, cette conscience limitative, cette polarité limitative qui nous ramène tout le temps, à quelque part, à cette espèce de renfermement de la conscience qui fait que j'ai peur de m'ouvrir à l'univers. Pourquoi aujourd'hui on en est à la situation où la planète Terre est en si mauvaise position au niveau écologique, etc. C'est parce que l'être humain n'a pas reconnu que la planète Terre est un organisme vivant, n'a pas reconnu que la planète Terre était régie par des lois qui étaient tout à fait intelligentes et tout à fait extraordinaires et merveilleuses, mais que l'être humain n'a pas voulu reconnaître. Pourquoi il n'a pas voulu le reconnaître? Parce que lui, comme reconsidéré qu'il était le maître à bord,
puis qu'il n'avait pas besoin de connaître les lois de l'univers, il avait besoin, lui, de définir ses propres lois, puis aller les appliquer, et il allait quelque part s'imposer à la planète Terre, finalement, puis qu'il allait avoir finalement raison sur la planète Terre, c'est-à-dire que la planète Terre allait devoir s'ajuster à lui. Alors, vous voyez que ça, c'est une conscience limitative, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas cherché à se rendre conscient par une expansion par rapport à la vie qui animait sur Terre. Il a cherché plutôt au contraire à se renfermer sur lui-même en se disant, ben, moi, je ne veux rien savoir du principe vivant que la planète Terre me donne. Et c'est une des règles, hein, quelque part, cette conscience limitative, elle gère énormément de choses sur Terre. Parce qu'évidemment, d'un point de vue de l'humanité tout entière, quand on regarde ça, l'humanité tout entière est responsable. Et quand je dis responsable, c'est moi, vous, tout le monde, est responsable de ce qui est là aujourd'hui. Mais on est responsable dans la mesure aussi qu'on est responsable de de tout ce poids de l'humanité qui existe depuis le début des temps et que nous, on en est comme une conséquence. Et cette conséquence nous amène à concevoir que l'être humain aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, bien, il cherche actuellement de nouvelles solutions à amener une transformation. Et quand je dis l'être humain cherche, je pourrais ajouter la planète Terre cherche à trouver des solutions pour amener une transformation parce qu'elle est dans un processus où elle aussi, elle a une forme, c'est un organisme vivant. Donc, elle aussi cherche à manifester la vie, à préserver la vie qui l'anime. Et c'est ça qui va expliquer, à mon sens, à moi, bon, par exemple, la planète Terre produit un champ un champ Schumann, et ce champ Schumann-là, il est reconnu depuis plusieurs années qu'il est en amplification. Pourquoi? Mais parce que je pense que la planète Terre cherche justement à modifier son champ vibratoire pour essayer de renouer contact avec un équilibre. Alors, vous voyez que quand on commence à regarder tout ça, bien, on comprend quelque part que l'expérience qui se vit actuellement, c'est une conséquence de toute une forme de magma historique, mémoriel, que nous, à quelque part, maintenant, aujourd'hui, on est porteur, puis qu'il y a un travail des nettoyages qui s'effectue dans la conscience collective pour être capable, justement, de retrouver ce que moi j'appelle le principe de l'expansion. L'expansion, c'est ma capacité à moi de m'ouvrir puis de voir qu'il y a un ciel au-dessus de ma tête. Et quand je prends conscience qu'il y a un ciel au-dessus de ma tête, ben, je prends conscience à ce moment-là qu'il existe au-dessus de ma tête une conscience supérieure. Et cette conscience supérieure, je ne dis pas que c'est Dieu. Hein. Une conscience supérieure, pour moi, c'est relié à des lois. Des lois, quelque part, qui nous mettent en tant que conscience à reconnaître quelque chose de plus grand que moi. Et ce plus grand que moi, mais si je lui tends la main, je risque de renouer contact avec quelque chose que j'avais complètement perdu dès ma venue sur Terre, pourrait-on dire. C'est-à-dire que dès ma venue sur Terre, on ne m'a pas enseigné quelque part d'honorer la vie avec le grand V. On m'a demandé d'honorer la vie avec le petit V, c'est-à-dire de reconnaître que l'homme est merveilleux, fantastique, est extraordinaire. Et j'ai donc négligé quelque part cet autre univers quelque part qui était beaucoup plus vaste que moi, qui me rappelait justement que la vie, c'est extraordinaire, merveilleux, fantastique, que la planète Terre, c'est un miracle, que ma vie est un miracle, que notre vie est un miracle, que l'existence sur Terre est un miracle, que la possibilité d'envisager que moi, je cherche à me rendre conscient que l'univers a un principe intelligent qui l'anime, c'est un miracle. Et tout ça, quelque part, pour moi, c'est ça un peu cette notion du grand changement qu'on est en train de viser progressivement, c'est-à-dire qu'on est en train de reconnaître progressivement. C'est qu'on est en train de prendre conscience à quelque part que il existe en l'état de nous-mêmes une volonté d'évolution, une volonté, une pensée expansive, et cette pensée expansive-là, quelque part en tant qu'être humain, ben, amène mon champ à devoir justement devenir plus conscient quelque part de ce qui se passe autour de lui. Et c'est intéressant parce que quand on regarde l'Internet, les réseaux sociaux et tout ça, on est confiné actuellement. Par exemple, on est confiné, mais on est en train de se parler par l'Internet, par les téléphones, on peut se parler, etc. Donc, il y a cette espèce de trame, il y a une espèce de réseau qu'on pourrait presque dire un réseau, une genre de matrice inférieure, c'est-à-dire un genre de réseau d'informations qui circule. Alors qu'on est complètement confiné à l'intérieur de chez soi, il y a cette espèce de capacité que l'on a tous de pouvoir communiquer à travers d'autres médias que ceux que l'on avait envisagés jusqu'à maintenant. Et c'est là, quelque part, que c'est intéressant parce que cette nouvelle façon de se relier en tant que collectivité humaine, ben, nous met en contact aussi avec ce que j'appellerais la matrice, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre, quelque part, notre cerveau est en train de s'ouvrir à l'idée qu'il est possible qu'on puisse être reliés tous et chacun. Et que cette capacité de se relier tous et chacun, ben, c'est un peu comme si, effectivement, il y avait comme un genre d'Internet, un réseau Internet qui existe dans la collectivité humaine. Et ce réseau Internet-là a plein d'informations, mais plein d'informations, des bonnes et des moins bonnes. Et quand on va sur Internet, c'est exactement ce qu'on retrouve. Quand on va sur Facebook, c'est exactement ce qu'on retrouve. Quand on commence à s'amuser, à fouiller dans ces réseaux-là,
on se rend compte à quelque part que de la pollution et des belles choses. Et que cette pollution-là, quelque part, si nous, on commence à raisonner avec elle, bien inévitablement, on va se laisser polluer par cette pollution-là. Et que si on commence à se nourrir d'énergie évolutive, ben, on commence à se libérer, hein, quelque part, de ce poids-là, de ces énergies-là, finalement. Alors, comprenez que c'est ça, quelque part, que j'avais envie d'amener dans un premier volet de la conférence, c'est de vraiment vous faire comprendre, justement, que ce qui se passe présentement aujourd'hui, on pourrait vraiment le positionner. Ah, ben, celui-là, c'est un dégueulasse, ça, c'est dégueulasse, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, et se mettre dans une position un peu de rébellion envers le monde extérieur. Puis je comprends que cette position-là, elle est naturelle, puis je ne dis pas qu'elle n'est pas une bonne idée de faire ça. Mais ce que je dis, c'est qu'en faisant ça, un des risques qu'on fait, c'est de raisonner avec des émotions qui sont en moi et des émotions qui sont en vous et des émotions qui sont dans chacun des êtres humains que nous sommes et de créer quelque part une position que moi j'appelle de résonance dans laquelle la collectivité va perdre finalement son statut royal, j'appellerais, pour devenir bêtement humain. Bêtement humain, ça veut dire quoi? Reproduire ce que l'être humain a fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'a fait l'être humain jusqu'à maintenant? Quand ça n'allait pas, il y a la guerre, il y a la colère, l'agressivité, le mensonge, la manipulation. Bon, il y a plein de choses que l'être humain connaît parfaitement. On connaît ça, moi je connais ça, vous connaissez ça. On est tous habités par ça, parce que la collectivité humaine, elle était experte là-dedans depuis le début des temps. Et aujourd'hui, c'est bien évident que ce serait facile pour nous en tant qu'être humain, puisqu'on connaît ça, puisqu'on résonance avec plein d'expériences de cet ordre-là qui existent depuis le début des temps, de commencer à pointer du doigt, puis à vouloir manifester la colère, révolution, agressivité, etc., parce qu'effectivement, c'est ce qu'on connaît en tant qu'être humain. Je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise voie, parce que quelquefois, il faut passer par des voies comme celle-là, parce que malheureusement, dans la matière, il y a des nettoyages qui doivent se faire à travers ce genre de processus-là. Mais ce que j'aimerais amener davantage comme réflexion, c'était de se rendre compte justement que moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que je fais avec ce bagage mémoriel qui me manipule finalement? Il me manipule de quelle façon? Il me manipule non pas parce que moi, j'ai des mauvaises pensées, mais parce que quelque part, la collectivité humaine, mon histoire, l'histoire de l'humanité, a un ensemble d'informations instinctives, de guerre, de colère, de conflits qui sont présents. Et puis que moi, si je tombe là-dedans, ben, je vais libérer quelque part quelque chose de plus puissant, de plus gros, de plus fort que moi, parce que je vais être pris par cette espèce d'énergie-là. Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Allemagne. Quand Hitler est arrivé, il a incarné quelque part, il a incarné ce gars-là, une certaine forme d'énergie, puis les Allemands ont embarqué là-dedans. Ça a fait le mouvement nazi, ça a fait ce qu'on connaît la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on pourrait dire, les nazis, les Allemands, c'est les méchants. Il faut comprendre une chose. Hitler, quelque part, il a incarné quelque chose, et si les Allemands se sont reconnus dedans, c'est parce que quelque part, ils portaient en eux quelque chose qui était de l'ordre d'une forme de vengeance, une forme d'énergie, quelque part, d'humiliation qu'ils avaient vécue, et Hitler est devenu, quelque part, leur occasion pour eux de pouvoir redonner une forme de lumière à ce qu'ils étaient. Alors, quand on commence à regarder l'histoire, on comprend quelque part que je ne suis pas en train d'excuser, de justifier ce qui s'est passé à ce moment-là, mais on comprend quelque part que derrière le personnage qui était Hitler, il y avait finalement des conséquences subtiles énergétiques qui avaient été effectuées envers le peuple allemand, qui faisaient que le peuple allemand, ben, quelque part, la solution qu'Hitler donnait était une solution qui devenait justement fort intéressante pour eux, parce que c'était une occasion, en tant que peuple allemand, de retrouver une certaine forme de fierté, une certaine forme de valeur à leurs propres yeux. Alors, vous comprenez que dans ce sens-là, action-réaction. Action-réaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement se mettre dans une position où moi, je reçois quelque chose, OK? Et de quelle façon que je vais réagir. Alors ça, c'est là que ça nous appartient aussi. De quelle façon qu'on peut réagir pour finalement arriver à créer ce grand changement-là. Parce que le grand changement, il peut se faire à travers simplement la répétition de l'histoire. La répétition de l'histoire, c'est simplement de se dire, ben voilà, on va changer le monde, puis finalement, en ne changeant pas l'individu que je suis, je ne changerai pas le monde. Je vais simplement reproduire les mêmes mécanismes psycho-émotionnels qu'on a vécu en tant que collectivité humaine et dans lesquels on va manifester de la colère, de la violence, de l'agressivité, bon, tout ce que vous voulez, au nom de quelque chose. Hein. On va toujours tuer au nom de quelque chose. On a toujours l'impression qu'en tuant, c'est une bonne idée de tuer parce que l'idée, quelque part, que l'on fait, c'est que cette personne-là, elle est donc méchante. On va la tuer parce que, quelque part, elle est méchante. Alors, c'est certain que tout ce processus-là, évidemment, est très humain dont je vous parle. Et ce que je veux faire comprendre, finalement, c'est que derrière tout ça, il se cache, finalement, un mécanisme
de pulsion humaine. Et ce mécanisme de pulsion humaine, tant et si longtemps qu'on ne va pas le porter un regard dessus, on va simplement retomber dans les mêmes mécanismes psycho-émotionnels qu'on connaît parfaitement et qui vont nous garder dans une forme d'illusion. L'illusion, c'est simplement de croire quelque part qu'il y a des bons puis des méchants. Il y a évidemment des êtres, des individus qui ont des consciences limitatives plus importantes que d'autres. Et c'est certain que quand on commence à comprendre tout ça, bien, on commence à avoir une vision plus détachée des situations. On commence à comprendre quelque part que moi, en tant qu'être humain, plus je suis capable de lire l'être humain avec des yeux plus subtils, mais je commence à comprendre quelque part de quelle façon que la conscience humaine peut se faire manipuler. Et dans ce sens-là, moi, par contre, je suis moins manipulé, donc je suis moins prisonnier des résonances de l'histoire humaine qui vont faire que moi, je me sentais de plus en plus détaché. Puis si je me sens de plus en plus détaché, ben, je me sens de plus en plus libéré. Et si je me sens de plus en plus libéré, ben, je me sens dans une position de plus grand alignement avec mon être. Parce que l'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est l'individu qui est capable de se dégager de l'histoire, de son histoire individuelle, de son histoire familiale et des résonances avec les mémoires d'autres vies. Les mémoires d'autres vies, quelque part, vont facilement me ramener à quelque chose que j'ai vécu, que la conscience humaine a déjà vécu. C'est ça son principe. La mémoire limitative, elle cherche tout le temps à me ramener dans l'expérience du vécu. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés à le lire, puisque vous êtes en période de confinement, ça peut être une occasion. C'est Le Libéré du connu de Krishnamurti. C'est un petit livre, mais c'est un livre qui présente excellent, d'une façon superbe et limpide, de quelle façon que le mental va chercher constamment à refuser l'inconnu, à refuser l'expansion, justement. Parce que le mental, son principe à lui, c'est de se limiter à ce qu'il est. Et que comme il se limite à ce qu'il est, ben, il ne se rend pas compte de ce qu'il pourrait être finalement. Il ne se rend pas compte de son potentiel évolutif parce que lui, à quelque part, parce qu'il a vécu des choses, parce qu'il a des émotions, parce qu'il a des croyances, parce que, bon, toutes sortes de choses, ça va l'amener justement à se coordonner autour d'une espèce de champ de conscience qui est le sien, qui est limité et avec lequel il va s'identifier. Ce qui va faire que moi, je vais pouvoir contester des choses ou me critiquer des choses parce que justement, je vais vibrer avec le sentiment que ça, c'est ce que je suis et que tous les autres, ce que les autres font qui peut me déranger, ben, je vais générer quelque part donc des frustrations, du mécontentement, de l'émotion, etc. Et en faisant ça, bien évidemment, je nourris quelque part la dualité. Et cette dualité-là, ben, elle nourrit quelque part le principe humain qui existe depuis le début des temps. Et c'est certain que pour moi, le changement qui doit prendre forme, à quelque part, qui est le défi humain, parce que c'est pas dit que ce changement va se faire si facilement que ça, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, oui, il y a des consciences en évolution actuellement qui vont amener, on va changer tout ensemble le monde. Mais moi, je vous le dis tout de suite, le monde ne changera pas tant et longtemps que chacun d'entre nous, on va devenir conscient de notre responsabilité dans ce monde-là, qu'on va arrêter de voir le monde comme étant un monde contre nous, mais qu'on va se comprendre qu'on fait partie de ce monde-là et que le seul moyen pour nous de changer ce monde-là, c'est de porter un regard sur celui-ci. Un regard sur celui-ci, puis ça veut dire aller voir dans mon intérieur en quoi, moi, je nourris cet univers-là. Hein, c'est bien beau de dire, par exemple, qu'il y a des gens qui crèvent dans le monde, c'est horrible, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'êtres humains, pour changer ça? Hein, par exemple, c'est horrible, les animaux, quelque part, qui souffrent, mais on mange de la viande, par exemple. Vous voyez, on doit commencer à se poser des questions pour parvenir justement à comprendre, quelque part, que cette notion de grand changement, ça implique, à quelque part, pas des grands changements, hein, mais des prises de conscience qui nous amènent à nous dire, ben oui, mais si moi, je vais être conséquent avec la volonté que j'ai de changer, puis la volonté que le monde change, ben je dois accepter, moi, de changer. Je dois accepter de poser un regard à l'intérieur de moi-même pour me rendre compte, à quelque part, que la position d'alignement, c'est une position dans laquelle je reconnais que la Terre, elle produit un champ électromagnétique, dont je me laisse imprégner par cette énergie-là, et cette énergie-là de la Terre qui se manifeste dans mon corps, ben, m'amène justement à prendre conscience que tout doucement, je commence à reconnaître que j'ai un certain rythme en tant qu'être humain, puis ce certain rythme-là, il n'y a pas. C'est un rythme qui correspond à qui je suis et qui ne correspond pas à ce que la société veut qu'il soit. Donc, ça veut dire que j'apprends à reconnaître, à honorer finalement mon rythme. Je commence à comprendre aussi, à honorer le rythme tellurique de la Terre, le rythme de la nature. Je commence à l'honorer, je commence à reconnaître que c'est ridicule, toute cette société de consommation dans laquelle on est, qui, lui, nous bouscule constamment et qui nous éloigne de notre capacité, justement, à trouver cet équilibre-là que l'on souhaite obtenir aujourd'hui dans cette notion de grand changement. Donc, l'idée de l'enracinement, c'est de prendre conscience quelque part que, donc, on a un rythme en tant qu'individu et que la planète Terre a un rythme et que tout le principe de la consommation
dans lequel on est nous éloigne de ce rythme-là. Donc, inévitablement, il y a donc une réflexion à faire de notre côté pour se dire, mais de quelle façon que moi je peux participer à reconnecter, renouer contact avec mon rythme à moi et de valoriser, d'honorer le rythme de la planète Terre et de lui donner son droit à l'existence. Alors, c'est des éléments que je vous lance comme ça pour réfléchir. Puis cette idée de l'enracinement, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ma capacité de me relier au ciel. Hein, je me relie à la terre, ça me permet de recharger mes batteries, en fait, tout ça, et de décharger mon acidité qui est en surplus grâce à la pratique de l'enracinement. Mais aussi, me relier au ciel, c'est me relier au grand tout. Me rappeler quelque part que je ne suis pas le nombril du monde. Quand je dis ça, moi, vous, la collectivité humaine entière, on n'est pas le nombril du monde. Ça veut donc dire que en tant que collectivité humaine, on doit commencer justement à se rendre compte, à quelque part, que si on n'est pas le nombril du monde, ça veut donc dire qu'on doit s'ouvrir justement aux principes subtils dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous rappellent que moi, en tant qu'être humain, j'ai à tendre la main vers cette conscience évolutive qui est présente dans chacun de nous, mais que nous avons la difficulté évidemment à honorer. Pourquoi? Mais parce que cette conscience évolutive nous demande justement de se détacher en quelque sorte de la société, de se détacher du regard extérieur, hein, du regard des autres, parce que le regard des autres n'est pas si important que ça quand on pose un regard sur soi. Et quand je pose un regard sur moi, ben, je deviens conscient que je suis, et ce je suis ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Donc, je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Sauf que socialement parlant, on était tellement programmé à ne pas avoir le droit d'être qui on est, que c'est très difficile pour nous aujourd'hui de le faire. Maintenant, l'occasion est belle d'entamer peut-être une réflexion sur cette position d'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est je suis, mes deux pieds sont sur le sol, je me nourris de l'énergie de la Terre, elle me ramène à mon rythme, et ce rythme-là me ramène justement à qui je suis dans mon essence profonde, par le biais de l'énergie du ciel. Et ça me ramène justement à me dire, mais qui je suis, et de commencer à vouloir l'incarner, de vouloir lui donner une expression. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut se rappeler aussi de tout ça. Alors, ça veut dire quoi, ça, cette expression-là? Quand on commence à regarder justement le premier chakra, le chakra racine, et qu'on parle de la famille d'âmes, parce que moi j'ai identifié les familles d'âmes, comme pour moi la première famille d'âmes, c'est les bâtisseurs. Et les bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Ce sont des gens qui ont besoin d'honorer la planète Terre. Ils ont compris, eux, que la Terre est un miracle. Ils ont envie, à quelque part, donc, de manifester, en termes de mission de vie, une volonté, à quelque part, de nourrir justement cette planète Terre-là, de lui donner les meilleures conditions pour qu'elle puisse s'épanouir, puis que moi, si j'ai des choses à faire ou à concevoir dans le monde terrestre, bien, je puisse porter mon attention vers ce que l'univers, ce que la planète Terre a conçu pour m'en inspirer, pour comprendre, parce que c'est un miracle la planète Terre, donc je vais m'en inspirer pour faire des choses qui vont se faire en harmonie avec la nature et non pas contre la nature. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, la première expression de l'homme et la femme que nous sommes, hein, c'est d'apprendre justement à retrouver quelque part cette habileté à pouvoir justement poser cette volonté en tant qu'humain de se dire, ben oui, moi, ce que j'ai envie, c'est de contribuer à un monde meilleur. Puis ce monde meilleur-là, j'ai envie, à quelque part, de redonner à la planète Terre les conditions les plus favorables pour qu'elle puisse se manifester, pour qu'elle puisse se concrétiser d'une façon la plus optimale possible, qu'on retrouve une forme d'harmonie qui se rapprochait de ce que j'appelais tantôt la négantropie, que la planète Terre retrouve un état d'équilibre naturel. Ce serait merveilleux, fantastique, puis c'est peut-être un objectif qu'on peut se donner en quelque part en tant que collectivité humaine. Chacun d'entre nous, on peut déjà individuellement envisager quelque part une démarche pour se sentir en alignement avec cette volonté que j'ai, moi, de devenir, d'incarner à quelque part le changement de la façon la plus saine possible. Et dans ce sens-là, cette première famille d'âmes-là, elle nous donne des réponses sur le chemin à suivre pour renouer contact avec le grand changement. La deuxième grande famille d'âmes, qui est reliée au chakra sacré, qui met en évidence ce que j'appelle les communicateurs, elle va nous rappeler finalement dans quel monde on vit actuellement. Alors, c'est un monde où on parle, où on est civilisé, où on communique. En politique, par exemple, il y a énormément de choses qui sont dites qui ne seront jamais... les politiciens, pour se faire élire, vont dire plein de mensonges. Et quand ils vont être élus, ils vont pas faire ce qu'ils avaient promis. Ça arrive malheureusement fréquemment dans le monde. Donc, vous voyez qu'on est loin de l'authenticité. Quand on regarde la publicité ne va pas nous dire la vérité sur les produits qu'elle veut nous vendre. Elle veut simplement nous rendre la chose la plus attrayante possible pour nous amener à acheter quelque chose. Alors encore là, on se retrouve dans une position, on est loin de l'authenticité. Les médias, souvent malheureusement, ont des biais qui sont reliés à des intérêts. Donc, inévitablement, encore là, on est loin de l'authenticité.
On parle entre nous, en tant qu'être humain. Suis-je authentique? Est-ce que vous êtes authentique? On tend à être le plus possible authentique. Mais est-ce qu'on l'est tout le temps? Peut-être pas. Je suis convaincu que non. Donc, ça veut donc dire quelque part qu'on est tous dans une volonté d'atteindre cette forme d'authenticité-là. Et ça peut être intéressant pour nous de réfléchir sur ce que c'est que l'authenticité. Et ce que la société nous vend n'est pas de l'authenticité. C'est simplement une volonté de nous amener à nos instincts de consommation, à développer une croissance économique continuelle et constante, et à nous vendre donc finalement des choses qui ne sont pas nécessairement réelles, puisque c'est beaucoup de la fantaisie. La publicité, c'est souvent l'idée de vouloir nous vendre quelque chose qui repose au niveau du rêve et qui nous éloigne encore une fois de cette position de vérité. Alors, ça aussi, c'est intéressant de pouvoir réfléchir sur ce que c'est que l'authenticité, de quelle façon que moi, en tant qu'être humain, je peux développer cette relation d'authenticité-là avec moi-même et avec mon entourage. Et l'authenticité, ça implique quoi? Ça implique que je comprenne quelque part ma responsabilité. Si je suis devant quelqu'un est devant moi, puis cette personne-là, quelque part, je vis des choses difficiles avec cette personne-là. Ce serait facile pour moi de la pointer du doigt, cette personne, en lui disant qu'elle a des problèmes, bon, de lui dire plein de choses qui ne sont pas nécessairement positives. Alors que finalement, je dois comprendre une chose, c'est que si cette personne est devant moi, c'est peut-être parce qu'elle a quelque chose qu'elle est en train de m'enseigner, elle est en train de m'apprendre quelque chose. Et que si moi, j'apprends à accueillir ça, bien, je suis en train d'honorer cette relation-là, de reconnaître la richesse de cette relation-là et de comprendre que cette relation va me permettre de faire quoi? Elle va me permettre de me libérer de mes limitations pour accéder à quelque chose de plus expansif. Et que si je me refuse de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais vivre une relation conflictuelle, de plus en plus conflictuelle avec la personne, parce que je vais me débattre contre elle en essayant de faire valoir quelque part que j'ai raison puis qu'elle a le tort, par exemple. C'est là qu'on tombe dans l'ego. Hein, l'ego qui s'identifie à quelque chose dans lequel il croit, mais lui, il va se refuser de reconnaître la possibilité d'une expansion. Donc, vous voyez, c'est ça un peu que j'avais envie de vous présenter, cette réflexion qui nous amène à se dire, mais finalement, si j'applique la loi d'attraction, non pas juste dans un contexte de prospérité, de vouloir faire de l'argent puis de vouloir devenir millionnaire, comme malheureusement ça a pris beaucoup forme dans certains cas, de se rappeler finalement que la loi d'attraction me ramène justement vers une forme d'authenticité parce que l'univers me parle et que si l'univers me parle à travers cette loi d'attraction-là, ben, je suis en train de développer une authenticité parce que je comprends que je ne suis pas victime de ce qui se passe. Je suis en relation avec ce qui se passe et que l'univers m'enseigne quelque chose. Alors, ce fameux situation de confinement, bien, l'univers me parle, mais il ne me parle pas juste à moi, mais il me parle collectivement. Par contre, moi, la façon qu'elle me parle à travers le confinement est différente peut-être qu'une autre personne, parce que je raisonne, ça va me faire vivre des résonances différentes. Donc, on comprend ici que tout le processus d'authenticité, c'est d'apprendre justement à jouer franc jeu avec nous-mêmes, jouer franc jeu avec l'univers, pour être capable de s'enrichir de la communication que l'univers nous propose de faire, pour apprendre aussi à être plus en paix et en harmonie avec les relations qu'on peut avoir avec les gens qui pourraient nous déplaire ou qui pourraient nous déranger. Donc, c'est d'arriver justement à une certaine forme d'alignement, encore une fois, dans la communication. Donc, ensuite, bien évidemment, ce qu'on peut regarder dans cette réflexion-là aussi, c'est le troisième chakra qui est relié au guerrier dans la famille d'âme. Et les guerriers, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent de développer un pouvoir sur notre vie, hein, d'avoir une certaine puissance, un certain rayonnement. Ce que nous, l'être humain, avons fait de ce pouvoir-là, c'est un pouvoir assez simple. C'est au grégaire, très grégaire. Au début, c'était ben, je suis plus fort que toi, donc je te domine, par exemple. J'ai un poste de chef, donc je te domine. Je suis un roi, je te domine. Vous voyez, c'est toute cette espèce de relation de pouvoir dans laquelle on a voulu finalement montrer, parce qu'on avait un pouvoir sur l'autre personne, on a voulu à quelque part l'humilier. On a voulu à quelque part lui montrer qu'on était plus fort et que cette personne était faible et qu'elle n'avait rien à dire. Donc, on a cherché à développer un pouvoir très puissant dans lequel les autres n'avaient pas de pouvoir, puis ils devaient se soumettre à nous finalement. Et je pense que quand on réfléchit sur cette notion de pouvoir, on peut envisager que le pouvoir, c'est quelque chose, un pouvoir plus sain. C'est un pouvoir certainement dans lequel je reconnais que moi j'ai une certaine puissance, un certain rayonnement, mais je comprends que cette puissance que j'ai, ce rayonnement-là, ne peut que grandir si je m'associe à des gens qui vont me donner, qui vont collaborer avec moi pour que leur propre lumière puisse enrichir la mienne et que la mienne puisse enrichir la leur. Et là, on commence à comprendre à quelque part qu'on est en train de développer une famille de guerriers qui cherchent à utiliser leur pouvoir, leur force, pour construire justement un certain pouvoir, un pouvoir rayonnant, un pouvoir lumineux, dans lequel il y a une volonté de réaliser de belles choses. Et là, on n'est plus dans la relation justement de pouvoir de force qui malheureusement qu'on a retrouvé et qu'on retrouve encore dans la société énormément. On pourrait dire, oh, non, non, mais pas dans tel pays, où je pense que ça se fait dans tous les pays du monde. Et malheureusement,
Il y a beaucoup de gens qui souffrent actuellement dans le monde, pas juste par le confinement, là. Il y a des gens qui souffrent de faim, qui sont dans la famine présentement, des gens sont dans des guerres aussi, qui vivent la souffrance énorme. Et tout ça, quelque part, on n'en parle pas. Là, on parle beaucoup du vaccin et tout ça, puis je comprends, pas le vaccin, mais le virus, mais je comprends évidemment que c'est une situation qui est assez grave. Je ne suis pas en train de réduire ça. Mais je suis en train de vous faire comprendre que pendant ce temps-là, il y a plein d'autres mondes qui souffrent et pas de ça. Et on n'entend pas parler. Il y a des gens, quelque part, régulièrement, qui vivent des situations horribles dans le monde, on n'entend pas parler. C'est comme si les médias, quelque part, n'en parlaient pas, c'était pas important. Alors que finalement, il y a plein de situations dans le monde où c'est important. Alors c'est là qu'il faut comprendre justement que cette position qu'on a en tant qu'être humain qui cherche à se mettre dans une position d'alignement, ben, on doit comprendre quelque part que oui, il y a donc une possibilité de manifester son pouvoir, sa force, d'une façon rayonnante et qui va permettre justement d'émettre quelque chose de constructif et de positif. Ensuite, il y a le serviteur, qui est la quatrième famille d'âme, qui est reliée au chakra du cœur, qui va nous amener donc à comprendre une chose bien simple. C'est je m'aime. Pour commencer, c'est ça. Je m'aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'honore qui je suis. Alors, qui je suis? Ben, je suis celui qui est né sur Terre et qui s'est développé malgré lui et qui a découvert avec l'âge qui il était. C'est-à-dire que j'ai appris à développer une connaissance de moi-même qui m'amène à être capable de m'aimer, de m'accueillir, de m'accepter. Alors déjà en soi, cette idée de s'aimer est un défi. Est un défi puisque socialement parlant, on doit constamment se mesurer finalement aux gens qui sont dans la société, puis essayer de trouver notre place, essayer de trouver un équilibre dans cette société-là et faire en sorte qu'on soit valorisé et aimé, entre guillemets, par la société. Et dans ce sens-là, bien évidemment, cette volonté de s'aimer, bien, quelquefois, on l'ignore parce que quelque part, on se dit, je ne peux pas m'aimer parce que je dois être aimé par la société, je dois être aimé par les gens qui sont autour de moi, etc. Donc, on va s'éloigner de ça. Donc, c'est un défi en soi, déjà, de faire ça. Ça demande une forme de position de force, hein, c'est-à-dire, je suis capable de me reconnaître le droit de me tenir debout, de m'aligner à ma propre vie, à mes propres valeurs, à ma propre façon de voir le monde, puis à ne pas me laisser salir, entre guillemets, par le regard social qui pourrait m'empêcher, lui, de pouvoir émettre qui je suis. Donc ça, c'est la première chose, qui est le premier mouvement que le serviteur peut manifester. Le deuxième mouvement qui va vraiment être important, c'est qu'à partir du moment que je m'aime, ben, et que j'ai une certaine reconnaissance de qui je suis, j'ai envie d'apporter à la société, à la collectivité humaine, ce que j'ai de plus beau à offrir. C'est là qu'on va amener cette notion de communauté, c'est-à-dire que comme j'ai quelque chose de beau à offrir, comme tu as quelque chose de beau à offrir, comme cette autre personne a quelque chose de beau à offrir, bien, tous ensemble, on peut offrir quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que c'est là qu'on commence à envisager un monde meilleur parce qu'on commence à comprendre que les êtres humains sont capables de se tenir debout, sont capables de reconnaître qui ils sont, ils sont capables de s'assumer et ils sont capables de poser un regard vers l'autre en disant, ben voilà, moi ce que j'ai envie de t'offrir, c'est ça, toi tu aurais peut-être envie de m'offrir telle chose et on peut développer une communauté nouvelle. Et ça, on reconnaissait beaucoup dans le film Demain. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui ne parle pas de problèmes, par exemple la pollution, etc. On ne parle pas de ça, on parle de solutions. Ce sont des gens qui se sont intéressés à des solutions par rapport à des problèmes qui se vivaient sur Terre. Et le film présente un peu toutes les solutions qui sont proposées. Et ces gens-là, quelque part, ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas changer le monde du jour au lendemain. Donc, ils ont développé, eux, des actions dans lesquelles ils se disent, ben voilà, moi j'ai envie de changer le monde et je vais le faire à ma façon, à ma manière, à l'intérieur d'une petite organisation que je vais mettre en place et je vais le faire. Alors, c'est très inspirant comme film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, si on vient donc, là, on a fait les quatre premières grandes familles d'âmes. J'aimerais y revenir pour mettre en évidence cette notion du grand changement. Concrètement, comment vous pouvez mettre en place un grand changement? La première chose, c'est que dans le chakra racine, dans la famille des bâtisseurs, quand on veut faire un changement, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne. Hein, je suis là, puis je suis à l'écoute de moi-même, puis je regarde à quelque part qu'est-ce qui va me motiver à me lever debout le matin, qu'est-ce qui va me motiver à faire quelque chose aujourd'hui. Puis si je prends le temps de me cerner un petit peu, je vais peut-être faire une liste de qu'est-ce qui va m'allumer, qu'est-ce qui va m'exciter, qu'est-ce qui va m'en faire envie. Puis je vais constater qu'il y a peut-être un truc qui va me dire, waouh, ça me donne envie. Ça me donne envie de me lever debout. Ça me donne envie de faire quelque chose. Bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est quand on a trouvé quelque chose qui nous stimule, on doit quelque part être à l'écoute de ça et se donner l'opportunité d'y croire. Alors ça veut donc dire que je suis assis ou je suis couché, là j'ai une excitation, j'ai envie de faire quelque chose, je me lève et je le fais. Ça veut donc dire quelque part que le bâtisseur se réalise à quelque part. Et le bâtisseur, ce qui se réalise, il va comprendre quoi? Il va comprendre que parce qu'il se met en mouvement et qu'il veut réaliser quelque chose, il va vouloir finalement
développer un réseau. Pourquoi un réseau? Mais parce qu'il va comprendre, lui, que tout seul, faire quelque chose, c'est complexe. C'est peut-être difficile, c'est peut-être impossible même. Donc, il va falloir qu'il parle avec des gens, il va falloir qu'il appelle des gens, il va falloir qu'il rencontre des gens, il va falloir qu'il évalue avec des gens les problèmes qui peuvent être présents, de quelle façon on pourrait les solutionner. Et c'est ça qui va faire qu'on va créer un réseau. Et ce réseau-là, évidemment, il faut le faire avec les bonnes personnes. On ne doit pas se retrouver avec des gens qui vont nous dire que ça n'a aucun bon sens ce qu'on veut faire. On va se retrouver avec des gens qui vont être capables de nous soutenir aussi dans le projet qu'on veut mettre en place. C'est comme ça qu'on va être capable de le réaliser en fin de compte. Donc, c'est important de bien comprendre cette étape-là aussi, qui est reliée au communicateur, c'est-à-dire que de quelle façon que moi, je peux me mettre en mouvement et aller chercher un réseau de communication de gens qui vont pouvoir justement me donner le sentiment quelque part que je suis en train de grandir grâce à eux et dans la volonté que j'ai de concrétiser mon projet, je suis encouragé avec ces gens-là. Vous voyez, la troisième étape qui va permettre la réalisation, c'est évidemment, c'est qu'à partir du moment que j'ai ce réseau-là, mais de quelle façon que moi, je vais pouvoir demeurer un leader? Parce que si je vais avoir plein de monde, ces gens-là sont tous des gens qui ont des conseils à me donner. Alors moi, je vais devoir incarner ma lumière. Incarner ma lumière, c'est, ben oui, vous avez tous des avis, je vous remercie, c'est superbe, tous les avis que vous me donnez, mais c'est moi quelque part qui a émis l'idée du projet. C'est moi qui s'est levé le matin et s'est dit j'ai envie de faire ça. Et parce que j'ai envie de faire ça, ben, je dois quelque part incarner ma lumière. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, je sais où est-ce que je m'en vais. J'ai un chemin que je suis. Et ce chemin-là que je suis, ben, quelque part, il incarne une certaine lumière. Il incarne à quelque part une certaine force. Je deviens un exemple. Hein, j'ai confiance en moi. Je crois que je vais aller dans cette direction-là. J'ai envie d'y aller. Je peux demander des conseils à des gens pour m'aider à aller dans cette direction-là, mais c'est moi qui y va. Donc, c'est moi qui incarne ma lumière. C'est moi qui manifeste mon pouvoir, mon rayonnement. Alors ça, c'est une étape importante aussi dans le processus de réalisation. Donc, quand on parle qu'on veut participer à un grand changement, ben, je pense qu'il faut se poser ces questions-là, puis réfléchir de quelle façon qu'on peut établir ces étapes-là, de les mettre en place en action pour être en mesure donc de pouvoir arriver à incarner quelque part dans notre vie quelque chose qui ressemble plus à ce qui on est, plutôt que simplement se laisser berner en fin de compte par toutes ces manipulations finalement subtiles qui peuvent être présentes en soi. La quatrième étape, bien évidemment, c'est le serviteur qui, lui, va m'aider justement à pouvoir manifester en quelque part hein, cette idée que c'est un peu comme les bénéfices, en fin de compte. Quand j'arrive à l'étape du cœur, je suis un peu en train de récolter les bienfaits. C'est-à-dire que j'ai fait une certaine démarche, j'ai incarné la lumière de mon projet, je suis arrivé à un certain résultat. Et parce que je suis arrivé à ce résultat-là, d'une certaine façon, je peux m'aimer, je peux être fier de moi, je peux être content. Et ça peut m'amener, parce que je suis content de ce projet-là, ou plus ou moins content, ou il y a des choses qui ont peut-être été plus ou moins bien faites, bien, ça va m'amener simplement au principe de la loi d'attraction. L'univers me transmet de l'information qui m'oblige à m'ajuster. Et parce qu'elle m'oblige à m'ajuster, ben, je vais devoir finalement donc faire des ajustements qui vont faire que je vais pouvoir manifester un nouveau mouvement de vie par la suite. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que l'étape du serviteur va mettre en place. Alors, vous voyez, ça, c'est 4 étapes que je voulais vous présenter aussi, qui sont reliées donc à ma volonté, moi, de manifester un monde meilleur, de quelle façon que je peux mettre en place 4 étapes fondamentales pour pouvoir y parvenir. Maintenant, on va aborder les 3 familles d'âmes qu'on pourrait associer au chakra supérieur, qui vont aussi nous donner des indices de quelle façon que moi, je peux continuer à poursuivre ce projet-là. Donc, la famille des créateurs qui est reliée au chakra de la gorge. Alors, évidemment, quand on aborde les chakras supérieurs, on comprend évidemment ici qu'on est en train de quitter un petit peu notre incarnation terrestre pour se connecter davantage avec des énergies plus subtiles. Donc, les chakras supérieurs sont plus connectés avec cette énergie subtile. Le créateur, par exemple, est un individu créatif, un être inventif. Pourquoi? Mais parce que ses antennes vibrent à des niveaux supérieurs. Il vibre avec des niveaux supérieurs qui vont le mettre dans une position où il va être capable de capter des pensées évolutives, assez évolutives, pour faire comprendre qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites sur Terre et le créateur va être capable, lui, de les concevoir. Puis un créateur peut avoir une pensée créative, mais il peut avoir sur Terre d'autres créateurs qui ont une même pensée créative que la sienne, comme quoi, quelque part, quand le mouvement de maturité dans l'humanité prend forme, bien, plusieurs êtres humains peuvent capter ce projet mature, créateur qui prend forme, et plusieurs personnes peuvent avoir envie de pouvoir le manifester à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est ça quelque chose qui peut être intéressant aussi à se rappeler. Donc, cette idée du créateur, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va chercher à faire dans le processus de réalisation dont je vous parlais tantôt, de cette volonté de participer à un monde meilleur? Bien, le créateur va faire quoi? Mais lui, il va devenir justement conscient
qu'il y a eu des ajustements à faire, puis que maintenant, il va devoir recréer, hein, remettre un projet créateur avec de nouvelles idées, va s'adapter, va être inventif, va être créateur pour pouvoir mettre en place le projet en question, pour pouvoir l'amener plus loin, le projet en question, en fin de compte. Hein. C'est ça qu'on pourrait dire ça à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la famille des philosophes qui est reliée au sixième chakra, qui va mettre en évidence justement l'idée qu'en tant que philosophe, je suis un être qui a un rôle à jouer sur Terre parce que j'ai une position de témoin et je suis capable de lire la vie avec le grand V et d'être capable de l'interpréter, puis d'être capable donc de transmettre à l'humanité une façon de voir la vie qui est reliée directement au fait que la pensée que je capte, les informations que je capte de l'ordre de l'évolution. C'est-à-dire, je suis capable d'aider l'être humain à évoluer. Alors, donc, absolument, le philosophe va arriver avec une capacité, il va être intuitif, mais il va avoir un mental très fort. Donc, il va être capable de prendre ces idées intuitives-là et d'articuler une pensée intellectuelle qui va faire qu'il va y avoir un mouvement de pensée qui va en résulter. Et ce mouvement de pensée-là va souvent se manifester par de l'écriture, ça peut être quelqu'un qui va transmettre une connaissance, un enseignement, mais avec une volonté d'amener une pensée évolutive dans l'humanité, donc une façon nouvelle de concevoir l'humanité pour la faire évoluer, la faire progresser, la faire cheminer. C'est beaucoup ça que le philosophe va chercher à faire. Et évidemment, dans ce sens-là, le philosophe, il y en a plusieurs sur Terre, bien sûr, hein, et leur mission de vie, à quelque part, c'est justement de transmettre une pensée qui va avoir pour objectif d'amener l'être humain à évoluer, progresser, cheminer, pour qu'effectivement la conscience humaine devienne de plus en plus éveillée. Éveillée à quoi? Mais éveillée justement à cette volonté expansive qui anime chaque être humain et de moins en moins être prisonnier de la pensée imitative qui, elle, nous ramène constamment à recréer ce qui a déjà été vécu, à nous remettre en relation avec les instincts, les pulsions primitives que l'être humain n'a pas su peut-être encore parvenir à apprivoiser, je dirais. Voilà. Donc, le philosophe, dans cette démarche évolutive-là, va chercher justement, évidemment, dans le processus de réalisation dont j'ai parlé tout à l'heure, après qu'on ait mis en place des projets créateurs, bien évidemment, ces projets créateurs-là vont nous amener justement à se dire, ben oui, mais moi j'ai envie d'un projet quelque part qui va avoir un impact plus important. Et ce projet qui va être plus important, ben, va peut-être m'amener justement à comme développer un regard plus vaste, hein, je dirais, sur le projet que j'ai. C'est-à-dire que j'ai un projet, je me suis rendu, je l'ai réalisé, j'ai des idées créatives par rapport à ce projet-là. J'ai peut-être envie que ce projet-là ben, prenne une dimension plus importante, c'est-à-dire que je collabore avec d'autres gens, que j'ouvre la porte à une forme de pensée évolutive qui va vraiment faire en sorte que plusieurs personnes vont vouloir envie de participer à ce projet-là, puis il va devenir mondial, le projet, parce que justement, plein de monde va s'intéresser à celui-ci, puis ça va devenir quelque chose de plus vaste, de plus important. Alors, vous voyez que ça sera une sixième étape dans l'idée de la réalisation d'un projet. Quand on dit participer au monde meilleur, mais c'est ça, ça fait partie d'une des étapes que le philosophe va incarner. La septième famille d'âmes, c'est les spirituels. Évidemment, on comprend que les spirituels, au niveau de la planète Terre, plus on s'élève dans les familles d'âmes, plus on atteint une moins grande, il y a moins d'humains qui ont apprivoisé ces états-là. Sauf qu'il faut comprendre que tous les êtres humains que nous sommes, nous avons le potentiel d'apprivoiser chacun de ces aspects-là. On va être dominé par l'une ou l'autre des familles d'âmes, bien sûr, mais on a tous comme devoir d'apprivoiser chacune d'elles. Et le spirituel, bien évidemment, c'est cette capacité qu'on a d'incarner sa mission de vie et de pouvoir assumer cette dimension spirituelle dans laquelle on va donc être une lumière qui va être paisible, tranquille, parce que je vais être en harmonie avec la vie, avec le grand V, et je vais attirer à moi des gens qui vont avoir envie d'être avec moi parce qu'ils vont ressentir cette paix que je vais dégager, cette harmonie que je vais dégager. Ils vont avoir envie quelque part de bénéficier de cette paix intérieure qui est là, de cette tranquillité, de ce silence que je vais dégager en tant qu'être spirituel. Donc, vous voyez quelque part que la famille d'âme du spirituel, mais lui, à quelque part, sa mission de vie, finalement, c'est de répondre à cette volonté qu'il a de simplement rayonner, d'être une lumière, tout simplement. Et c'est pas, dans ce sens-là, il ne va pas être comme un philosophe, il ne va pas avoir autant besoin de transmettre, il va plus simplement être, tout simplement. Et c'est dans ce sens-là qu'il va être reconnu aussi. Alors, c'est souvent des gens qui vont être identifiés comme des gourous, hein, en fin de compte, des gourous qui amènent un certain sentiment de bien-être, un sentiment de confort. On va les voir, mais ils ne sont pas en train de nous faire des grands discours, ils sont plutôt en train de nous faire vivre des choses parce que justement leur état de conscience nous amène vers des niveaux de conscience plus élevés.
Et évidemment, donc la septième voie de la réalisation, bien évidemment, quelque part, c'est de reconnaître effectivement que tout le projet que j'ai mis en place, ah bien, quelque part, est un projet justement dans lequel je reconnais d'une certaine façon que lorsqu'il est accompli, je vais d'une certaine façon m'en détacher pour simplement poursuivre ma mission de vie. C'est-à-dire que je ne dois pas m'identifier à un projet que j'ai conçu, je dois apprendre à m'en libérer, à m'en dégager pour pouvoir justement me donner l'opportunité de recevoir d'autres objectifs, d'autres choses à faire, et je ne dois pas donc me figer vis-à-vis de quelque chose que j'ai réalisé, mais je dois quelque part simplement accepter le lâcher-prise, en fin de compte, le détachement, pour accéder à autre chose. Donc, vous voyez, c'est ça un peu qui est l'idée de base de ce que j'avais envie de vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que je vous ai raconté. Donc, c'était en deux volets, hein. Le premier volet, c'était vraiment les lois de la matrice que j'ai exploré. On n'a pas exploré en détail, mais je voulais vous montrer plutôt les idées de base de ça. Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce que j'en fais maintenant? À partir du moment que je comprends mieux que moi, je suis un être justement qui est pris, qui est habité, qui est dans une espèce de matrice dans laquelle on est animé par, on est prisonnier en quelque sorte, hein, d'une mémoire limitative surtout, une mémoire limitative qui me ramène constamment à l'expérience de vie connue. Bien inévitablement, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer ça? Bien évidemment, la pleine conscience intuitive en est un moyen, hein. C'est sûr que juste la pratique d'enracinement, par exemple, est une pratique intéressante pour retrouver cette position d'alignement. Constater effectivement que ma tendance à moi en tant qu'être humain, surtout avec Facebook et tout ce que vous voulez, c'est très facile de perdre son pouvoir. Perdre son pouvoir, ça veut dire quoi? C'est perdre notre position d'alignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tombe en résonance. Résonance, c'est une position d'horizontalité dans laquelle je pointe du doigt et je réagis à des choses, et là, je suis en résonance. Et cet état de résonance-là m'éloigne de mon pouvoir, m'éloigne de mon alignement, m'éloigne de mon essence profonde en tant qu'être humain, parce que je suis pollué à ce moment-là par la pensée, par les émotions, par les peurs, par tout ce que vous voulez que les autres émettent. Et actuellement, dans une position de crise comme ce qu'on vit actuellement, c'est évident que cette émission-là est très forte. Cette émission est très forte parce que beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens sont en angoisse, beaucoup de gens sont dans une forme de révolte, beaucoup de gens sont dans une forme de pointage du doigt pour dire c'est la faute de l'un ou de l'autre. Et tout ça, effectivement, va nous mettre dans une position où on va perdre notre pouvoir créateur parce que justement, on est tellement occupé à pointer du doigt le monde extérieur qu'on va oublier quelque part de retrouver finalement la position de calme, je dirais, de celui qui sait. Celui qui sait, c'est qui? C'est celui qui sait que tout ce qu'on voit ici sur Terre, d'une certaine façon, c'est une illusion. Une illusion, pourquoi je dis ça? Parce que c'est animé par quelque chose qui est plus subtil que nous et qui va simplement manipuler l'être humain que je suis. Et que si je passe à une position où je suis capable de reconnaître ce mensonge-là, je dirais, ben, quelque part, je vais me faire manipuler. Je vais me faire manipuler parce que je vois, parce que j'entends, parce que je ressens, et je vais perdre finalement ma position de pouvoir, et je vais me retrouver dans une position où je vais être pollué par tout ce qui va être dit. Et quand je dis pollué, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être très valables et très justes qui sont dites. Mais moi, comment moi je le vis? Comment moi je reçois cette information-là? Hein, il y a des gens, par exemple, qui vont dire des choses, puis ils vont affirmer des choses. Affirmer des choses, c'est intéressant. Mais quand j'affirme des choses, ben quelque part, je suis en train de vivre une forme de résonance limitative. Parce qu'il faut être nuancé. Je pourrais dire d'une situation, ben c'est possible que. Déjà, c'est possible que c'est déjà dans une position où on ouvre la porte à ce qu'il y ait un doute. Et ce doute-là est sain quelquefois, parce que ça me permet, moi, de ne pas commencer à vibrer émotionnellement parlant en disant oui, c'est vrai, c'est comme ceci, oui, tu as raison. Puis, vous voyez, cette espèce de tendance limitative qui fait que on devient finalement complètement prisonnier de nos propres émotions parce qu'on attribue, on reconnaît quelque part chez un être émotionnel des choses qui sont justes. Et comme il les charge dans son langage, ben, ça vient vibrer en nous quelque chose qui va finalement nous aussi nous amener à cette charge émotionnelle-là. On va essayer de la retransmettre et ainsi de suite. Et là, on va tomber dans une espèce de conscience psycho-émotionnelle de peuple qui va vibrer à des fréquences très basses. Et ces fréquences très basses-là, on sait que les dynamiques de groupe, hein, les dynamiques, les foules, sont facilement manipulables. Manipulables, pourquoi? Mais parce que lorsqu'elles ne sont pas dans une position de pouvoir, quand chaque être humain n'est pas dans une position de verticalité, on est dans une position de manipulation. La manipulation, elle peut être manipulée de toutes les façons, puis par tout le monde. Hein, des gens qui peuvent paraître être des gens qui veulent nous faire amener quelque chose de positif, peuvent nous manipuler de la même façon que des gens qui vont, qui vont porter le chapeau noir, hein, qui vont porter le statut du négatif, du méchant, par exemple, dans l'histoire. Donc, il faut faire bien attention à tout ça parce que ça me fait penser à la notion des prophètes et des faux prophètes. Alors,
à quelque part, faut réfléchir à cette question-là parce que dans des situations un peu dramatiques comme celle qu'on vit actuellement, c'est très facile, à quelque part, de vibrer au niveau émotionnel. Et c'est là qu'on tombe dans les notions des faux prophètes. Les faux prophètes, ce sont des gens qui ont des bonnes intentions quelquefois, mais qui peuvent être gênés, exprimés avec tellement d'émotions que, quelque part, on va perdre finalement le bon sens. Le bon sens, à quelque part, qui nous ramène à cette position de verticalité, qui nous ramène à nous dire, OK, je reçois de l'information, je te remercie, je vais maintenant voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est bien beau de dire, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. On voit beaucoup ça dans le monde actuellement. Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer là. Donc, on est dans un processus de futurisme que j'appelle. Le futurisme, c'est une projection du futur dans laquelle on essaie de contrôler le futur. Et en contrôlant le futur, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de tomber dans le sens que la position de verticalité, c'est je vis mon présent, un jour à la fois, et je me positionnerai par rapport à ce qui va se passer en assumant quelque part qui je suis. Quand je suis dans une position où je suis dans cette espèce de panique de futurisation, dans laquelle je me projette dans le futur, je suis dans un processus où je me fais emporter par le futur. C'est-à-dire que je pourrais dire, ah ben oui, dans un mois, il va se passer ça, puis après ça, il va se passer ça, puis après ça, il va se passer ça, puis, vous voyez, on tombe dans une espèce de séquence d'événements dans lesquels on est dans le futur, et on est rendu à l'an 3500, alors que quelque part, on n'est pas en train de vivre ce qu'on vit en 2020. Alors, je pense que c'est important, finalement, de réfléchir sur cette capacité que l'on a en tant qu'être humain de vivre l'instant présent. On en parle tout de la méditation, la pleine conscience, par exemple, hein, non pas la pleine conscience intuitive, mais la pleine conscience met en évidence quoi? Elle met en évidence justement cette richesse que par la méditation, on peut vivre le moment présent. On parle de la cohérence cardiaque également. La cohérence cardiaque est très intéressante, hein, qui nous amène par une respiration ou par simplement en respirant dans notre cœur, de rétablir l'équilibre entre notre tête, notre cerveau, notre cœur. Pourquoi on fait ça? Parce que le cœur devient plus flexible dans un état de cohérence cardiaque. Et quand le cœur est plus flexible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me retourne dans une position et comme je suis flexible, je suis réceptif à ce qui se passe autour de moi, mais je suis capable aussi de poser un regard qu'on pourrait qualifier d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que je suis capable de comprendre ce qui se passe autour de moi, mais je suis capable de comprendre ce qui se passe en moi aussi. Je suis capable donc de réagir aux événements autour de moi, mais non pas dans un état de panique, dans un état de tension, mais dans un état d'ouverture envers ce qui se passe et envers ce que je ressens en moi. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité de s'adapter aux situations. Donc, la cohérence cardiaque, elle contribue à amener une flexibilité au niveau du cœur. Cette flexibilité, plus elle est élevée, plus je suis capable de m'adapter aux situations de la vie. Plus je suis stressé, plus je suis dans la tête, justement, plus j'ai peur, plus mon cœur est tendu. Et plus mon cœur est tendu, plus j'interprète la réalité avec le regard de ma tension. Alors moi, si je suis convaincu à quelque part que je suis manipulé par le gouvernement, bien, ma tension au niveau du cœur va faire que je ne serai pas capable de pouvoir finalement être dans une position de verticalité et d'ouverture envers moi-même pour être capable de regarder la réalité avec plus de calme et d'objectivité aussi. Et c'est ça, je pense, qui est important quelque part de rappeler, c'est qu'on a des moyens. Hein, je viens de vous donner des exemples, la pratique d'enracinement, la cohérence cardiaque. Vous pouvez aller voir sur YouTube exercice de cohérence cardiaque. Vous allez voir qu'il y a des petites vidéos qui vous montrent comment respirer. Vous pouvez expérimenter ça. Et c'est certain que, bon, la pleine conscience intuitive, bien évidemment, c'est un enseignement un peu plus élaboré dans lequel on apprend à faire des lectures intuitives sur soi ou vers un partenaire, déprogrammer, soigner, etc. Ce sont d'autres voies. Mais l'idée, c'est un peu de vous présenter justement, d'une part, les lois de la matrice et d'autre part, ces fameuses lois, ces fameuses actions qu'on peut faire pour favoriser le grand changement. Est-ce que vous auriez des questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets? N'hésitez pas à me faire part de vos questions. Moi, ça va me faire plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Bon. Alors, d'un point de vue je regarde juste un petit. OK. D'un point de vue pratique, cela veut-il dire qu'il faut tout accepter? Il est question qu'on nous impose une vaccination. Emmanuel Macron vient d'en parler. Pouvons-nous user notre sens critique pour refuser? Bien sûr. La position de verticalité n'est pas une position de soumission. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? La position, c'est là que ça devient complexe aussi en même temps. Il faut bien comprendre que le principe de la mémoire humaine, c'est que moi, quelque part, en tant qu'être humain, je suis pollué par cette mémoire humaine-là. Donc, quand Macron, par exemple, me dit qu'il va imposer la vaccination, moi, je n'ai pas vu l'événement, mais il semble bon, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, si c'est vrai, bon, il impose une vaccination. Bien, à quelque part, c'est bien évident que la première chose que je peux faire, c'est que moi, je peux me dire, ben moi, j'ai pas envie. Je reviens avec les étapes de la réalisation dont je parlais tantôt. Première étape, je reçois l'information, on veut m'imposer la vaccination. Première étape, ben, il n'est pas question, j'ai pas envie de ça, par exemple, OK? Qu'est-ce que je peux faire, moi, qui va me donner de l'énergie et qui va me dire, OK,
j'ai pas envie, puis, ah, tu sais, je pourrais développer une organisation, un mouvement dans lequel des gens pourraient se mettre ensemble pour dire, moi aussi je refuse, moi aussi je refuse, moi aussi je refuse, puis par une collectivité, ben, on pourrait avoir un plus grand poids pour arriver à refuser les choses. Donc, vous voyez que ça, c'est une étape, tu vois, qui est étape. Ensuite, mais comment je vais pouvoir faire que ce mouvement-là prenne forme? Mais je vais en parler avec des gens. C'est là que je vais créer un réseau. Et si je crée un réseau, mais qu'est-ce qui risque d'arriver? Mais s'il y a beaucoup de gens qui sont en accord avec moi, je vais avoir de l'aide, je vais avoir de plus en plus de monde qui vont embarquer dans mon projet, je vais avoir de plus en plus de monde qui vont refuser. Donc, je vais avoir une collectivité qui va commencer à manifester un non à une volonté politique. Donc, ça peut avoir un impact intéressant à ce moment-là. Après ça, bien évidemment, la troisième étape, on l'a vu, c'est l'étape à quelque part de manifester un pouvoir, rayonner un pouvoir, c'est-à-dire rayonner quelque part ce droit que j'ai, moi en tant qu'être humain, de dire non à quelque chose, puis de finalement chercher justement à l'incarner, ce non-là, en ayant une forme de finesse. Finesse, c'est ma lumière, j'ai envie de la porter en moi, et j'ai pas envie d'être un gros grognon qui va se mettre à beugler et à dire n'importe quelle connerie pour dire quelque part que c'est inacceptable. Non, je vais argumenter intelligemment mon projet pour que ma lumière, effectivement, je rayonne et que les gens m'applaudissent en me voyant, disent waouh, cette personne-là est vraiment quelque chose. Elle a vraiment su incarner quelque part un mouvement de pensée, de non, où les gens disaient non, puis elle a su à quelque part le manifester avec élégance, intelligence, et tout le monde est derrière elle parce que justement, elle n'est pas porteur de la bestialité. Quand je dis porteur de la bestialité, je veux dire par là, tu sais, le genre de personne qui va commencer à dire ouais, c'est un écœurant, c'est des écœurants, c'est tous des écœurants, ouais, ouais, ouais. Vous voyez un peu le genre. C'est le genre de truc, c'est intéressant, ça peut amener des gens à dire ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Oui, mais l'argumentation, elle est où? L'argumentation, c'est quoi? C'est être capable justement de s'entourer de gens qui ont la capacité de pouvoir donner leur avis. Je donne un exemple de ça, des médecins. Hein, on continue dans l'idée de la question, hein, des médecins. Mais les médecins, quelque part, s'il y a plusieurs médecins qui sont en désaccord avec ça, ben ça donne du poids. Vous voyez, c'est ça quelque part. C'est qu'on commence justement à se rendre compte à quelque part que le rayonnement de mon pouvoir va s'incarner parce que justement, je vais me retrouver avec des gens qui vont me donner plus de pouvoir. Hein. Des médecins vont me donner plus de pouvoir dans un cas comme celui-là. Alors, vous voyez, c'est ça un peu l'étape qu'il faut bien comprendre aussi de la réalisation, quelque part, de vouloir se mettre dans une position de verticalité, c'est de retrouver quelque part ces éléments-là qui sont importants. Puis après ça, bien évidemment, dans l'amour de moi-même et dans l'amour, quelque part, de servir l'humanité, bien moi, je suis convaincu que ce que je suis en train de faire, c'est pour servir l'humanité. Je suis en train de vouloir collaborer avec d'autres êtres humains. Donc, j'ai créé une genre de communauté. Cette communauté-là, quelque part, bien finalement, on a un certain sentiment de reconnaissance, un sentiment de valorisation, un sentiment de plaisir, quelque part, de dire, OK, on a atteint tel objectif, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre l'objectif qu'on s'est fixé d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur, etc. Donc là, ça va nous amener effectivement à l'étape de la créativité, où on va se dire, ben oui, je peux développer un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, m'ajuster par rapport à ce que j'ai reçu comme message pour aller plus loin. Alors, je pense que ce serait intéressant, évidemment, de réfléchir sur cette façon de faire-là. Puis après ça, ben, les philosophes, ben, lui, il va m'amener une pensée évolutive. Donc, une pensée évolutive, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, par exemple, avec les médecins que j'ai, avec des philosophes, etc., bon, on crée un genre de, de, com- de déclaration, pourrait-on dire, une déclaration dans laquelle, justement, on reconnaît quelque part que c'est inacceptable. Et voici tous les arguments, et voici toutes les déclarations que l'on fait, que dorénavant, lorsqu'une situation comme celle-là se présentera, il y a des règles qui vont se faire selon les règles de ceci, de cela, et puis voilà, il y a une espèce de document légal, en quelque sorte, qui va manifester une intention positive et évolutive dans la conscience humaine, et qui va faire que, justement, on pourrait envisager de pouvoir déclarer ça, puis de faire une déclaration dans toute la France. Et dans l'étape du spirituel, mais ça voudrait dire, mais cette déclaration-là, elle pourrait s'appliquer dans tous les pays du monde, par exemple. Vous voyez, alors, c'est un peu un exemple que je donne, mais pour faire comprendre quelque part que on est loin, je suis loin de vous proposer de faire une démarche où il faut tout accepter. Je suis en train de vous parler quelque part d'une démarche où il faut s'aligner à son être pour être créatif et être intelligent. Tu sais, beaucoup de gens, quelque part, je vois ça sur Facebook, malheureusement, puis sur d'autres réseaux, hein, des gens vont critiquer. OK, ou ils vont lancer des rumeurs, ils vont lancer toutes sortes de choses. C'est super. Mais qu'est-ce que ça donne? C'est comme un peu comme, tu sais, comme cracher son venin, par exemple. Je crache mon venin. OK, c'est sympathique, cracher son venin, mais ça donne quoi? Et c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça les forces subtiles, finalement, avec lesquelles on est, dans lesquelles on est régi. Pourquoi, quelque part, des pouvoirs politiques sont capables d'imposer à une collectivité quelque chose?
Tout simplement parce que la collectivité en question est dans l'impuissance de réagir. Et pourquoi est-elle dans l'impuissance? Tout simplement parce qu'elle ne s'organise pas. Elle ne s'organise pas par rapport aux étapes que j'ai nommées tout à l'heure. Ces étapes-là sont des étapes tout à fait naturelles dans un contexte de collectivité humaine, de prise en charge. Une collectivité qui ne se prend pas en charge, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire dominer, elle va se faire imposer un tas de choses. Si elle se prend en charge, position de verticalité, c'est-à-dire que chaque individu reconnaît sa royauté, reconnaît sa volonté de ne pas répondre à une certaine demande, et va se mettre ensemble pour être capable justement de dire non, par la force, par la puissance de notre rayonnement, on va être capable de dire non à ça. C'est ça, quelque part, le principe de ce que je voulais apporter. Donc, c'est bien que tu me poses cette question-là, Florence. Ça permet de proposer ça. Mais tu vois, c'est intéressant aussi, parce que tu me dis, tu vois, il impose une vaccination, après ça, tu me dis, il ne l'impose pas. Il dit qu'il y a recherche et qu'il faudra y venir, mais ici, nous anticipons la suite. Et ça, c'est un élément important, Florence, anticiper la suite. On est expert là-dedans. Il y a plein de monde qui anticipe la suite et qui émettent des convictions sûres et certaines de ce qu'il va se passer. Et ça, c'est un danger absolu. À mon sens à moi, parce que là, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que notre cœur se tend, et là, notre réalité est complètement, complètement colorée par le regard qu'on porte sur le futur. On est convaincu qu'il va se passer ça, on est convaincu qu'il va se passer ça. Donc, toute notre motivation va être régie par cette conviction-là. Alors que moi, quelqu'un qui est intelligent, il va faire quoi? Il va dire, OK, je vois qu'il y a un danger potentiel, que ça soit imposé, ou qu'on aille, en quelque part, nous mettre dans une position où je sois obligé de prendre un vaccin. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, première chose, je m'informe. Je m'informe de quoi? Mais je m'informe, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut m'imposer un vaccin? Est-ce qu'on peut, c'est quoi la loi par rapport à ça? Est-ce qu'on peut, à quelque part, s'informer? Est-ce qu'il y a des gens, quelque part, qui sont dans une même pensée que la mienne? Et c'est là qu'on vient avec cette idée que même si on reste dans une position de protection, je dirais, où on se dit bien, quelque part, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, mais comme on a une appréhension, on se prépare pour chercher justement à trouver des solutions qui vont nous permettre justement d'être plus solides et plus forts dans une position de verticalité plutôt que dans une position de peur, de crainte, d'appréhension, de doute, de colère, de révolte, je ne sais quoi. On commence à construire quelque chose de positif. Et c'est ça un peu le sens de ce que je voulais amener dans la conférence d'aujourd'hui, c'est cette idée quelque part qu'on arrive avec plein de théories. Oui, il va se passer ça, il va se passer ça. Les gens se pètent les bretelles en montrant quelque part qu'ils ont une connaissance, qui vont leur donner des informations sur ce qui va se passer dans le futur, mais on n'en sait rien. C'est qui crée le futur? C'est nous. Donc, commençons donc à créer un futur dans lequel on s'assume. Arrêtons donc d'être une victime, puis arrêtons donc de pleurer sur notre sort, puis de commencer justement à se dire bien, de quelle façon que moi, je peux donner un sens à ma vie, puis donner un sens à l'expérience dans laquelle je suis. Et ce sens-là, quelque part, puis tout le monde, beaucoup de gens le disent, hein, la prise en charge. Vis ton moment présent, puis assume-toi. C'est déjà quelque chose, des moments importants. Puis évidemment, si tu as des appréhensions, des choses, ben reste pas dans ta position de victime. Donne-toi les moyens pour ne pas être dans une victime, pour retrouver une position de force, une position de solidité, une position de confiance. Je sais qu'ici au Québec, au Canada plutôt, le président, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a dit un peu la même chose hein, concernant le virus, que le seul moyen pour nous d'en sortir, ça serait d'arriver avec un vaccin. Un vaccin qui serait donné à tout le monde, hein, quelque chose du genre. Tu vois, c'est une information. Maintenant, cette information-là, quelque part, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça la clé. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, je reviens avec les étapes dont je vous ai parlé tantôt, hein, dans lesquelles j'apprends à me donner une position plus sage, dans laquelle je deviens créateur et dans laquelle je deviens un être qui émet sa lumière et qui n'est pas en train de l'assombrir sa lumière. Parce qu'il faut savoir que la colère, la frustration, le mécontentement, la révolte, c'est toutes des choses qui assombrissent notre lumière. Ça ne donne pas une puissance. La puissance, c'est quand on incarne qui on est et qu'on assume cette lumière-là. On n'est pas dans une position de victime à ce moment-là. Il faut bien faire la différence à ce niveau-là. Il y a Laura qui dit bravo pour l'idée de fonder un réseau pour contrer l'obligation de se faire vacciner dans l'amour de moi-même. Cette idée fluidifie ma peur. Mais tant mieux, ça me fait plaisir. Et ça relance ma créativité et surtout l'espoir de pouvoir agir selon mon libre arbitre. Oui, je reconnais ma souveraineté, tant mieux. Parce que quelque part, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment focusser là-dessus. Et puis il y a Laurent qui ajoute yes, Laura, tu l'auras. Bon, petit jeu de mots. Oui, Laurent s'amuse bien fort là, avec Laura, donc c'est bien. Des petits jeux de mots. Et puis donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur ce que j'avais donc envie de vous transmettre? Mais je pense que l'essentiel a été dit par rapport à ce que j'avais envie de vous transmettre, mais c'est des questions qui peuvent toucher d'autres sujets. Hein. Comme je dis souvent, ça peut être des sujets qui concernent votre vie personnelle aussi.
Ça peut être également donc une petite démonstration. Si quelqu'un veut que je fasse une petite démonstration de pleine conscience intuitive également, il suffit simplement qu'elle se manifeste dans le chat. Quelle est l'intention positive de la vaccination et quel autre moyen pourrait l'incarner? Ben, c'est une bonne question, bien sûr. Maintenant, dans un contexte où on vient avec les 7 grandes familles de l'âme, si on commence à réfléchir à ça, le bâtisseur lui dirait, ben, commençons effectivement à, par exemple, à prendre des produits naturels qui vont fortifier notre système immunitaire, qui vont nous donner une meilleure position au niveau de notre santé. Il faut savoir une chose ici par rapport à cette fameuse vaccination, qu'elle est discutable, selon moi, pour la simple raison que, c'est que le vaccin, il atteint, d'une façon malheureuse, mais il atteint surtout les personnes âgées. Donc, faire une vaccination envers tout le monde, en quelque part, je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est quelque chose qui serait juste. Mais moi, je dirais, par rapport au bâtiment, mais déjà, commençons à prendre des produits pour fortifier notre système immunitaire, augmenter notre vitalité, etc. Déjà, ça serait quelque chose de bien. Je pense qu'au niveau du communicateur, mais c'est évident que il y a des questions qui se posent. Par exemple, on parle de vaccination, mais je sais, par exemple, et je ne vais pas aborder le sujet trop en détail, mais la chlorodine, par exemple, qui est un exemple, hein, il y a monsieur, comment il s'appelait, monsieur Raoul, le pharmacien Raoul, le chercheur, plutôt, excusez-moi, Raoul qui disait qu'il était possible, donc, d'arriver à des résultats. Et c'est sûr que ces résultats-là, quelque part, bon, semblent être intéressants. Plusieurs pays dans le monde, d'ailleurs, ont réutilisé ce produit-là avec un certain succès, semble-t-il. Donc, encore là, il y a bien d'autres options avant d'envisager cette notion du vaccin. Et moi, je me dirais quelque part, le communicateur, c'est qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est qu'il s'informe. Alors, je te dirais ça, Carl, informe-toi. Je pense que c'est important quelque part que plus on s'informe, plus on arrive justement à développer notre propre jugement. Et quand je dis s'informer, c'est pas s'informer auprès de gens quelque part qui vont dire des choses gratuites ou des choses qui ne reposent pas sur des éléments fondés. Hein, je pense que Raoul a été contesté malheureusement parce que justement, par son envalement, peut-être par sa volonté justement de faire les choses rapidement, il n'a pas vraiment fait une présentation qui était solide au départ pour faire valoir ce qu'il proposait. Ceci dit, je continue à penser que quand on a une situation d'urgence comme celle qui se vivait, ben, quelque part, il faut peut-être accepter que dans des conditions comme celle-là, ben, quand on n'a pas d'autres moyens, ben, on utilise que ce qu'on a qui semble donner des résultats. Surtout que ça va être concluant de plus en plus, en tout cas, semble-t-il, les résultats. Et il y a toute une réflexion autour, je ne vais pas embarquer dans le détail, mais il y a des choses un peu bizarres qui se font, des décisions qui sont prises un peu bizarres en France par rapport à ça, qui sont un peu étranges à ce niveau-là. Mais ceci dit, je te dirais ceci, car il y a plusieurs options avant de passer à la vaccination, c'est clair. La vaccination n'a pas fait la preuve non plus qu'elle serait efficace. Euh, je pense actuellement, on n'est pas rendu du tout à une conviction à ce niveau-là. Puis surtout que c'est pas un vaccin, c'est pas un virus plutôt qui affecte tout le monde d'une façon. On n'est pas comme la grippe espagnole, on n'est pas en train de vivre quelque chose d'assez incroyable. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point qu'on peut envisager une chose pareille. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens tout à fait pour incarner, mais ça, c'est un point de vue très humble, parce que je ne suis pas médecin. Je peux juste vous dire quelque part ce que je pense par rapport à ça. Tant que les gens laisseront le pouvoir aux autres, les dirigeants qui subissent la loi des lobbies pensent que ces autres ont le pouvoir, le savoir, ils perdront leur autonomie, leur arbitre et leur liberté. C'est sûr, Isabelle, que cette position d'alignement dont je parlais tantôt, c'est une position dans laquelle, tu sais, tant que les gens laisseront le pouvoir aux autres, on pourrait dire tant que nous, hein, nous incluant la personne qui parle, nous allons laisser le pouvoir aux autres parce que malheureusement, nous le faisons et c'est une chose qu'on a fait depuis très longtemps. Donc, c'est bien évident quelque part que cette position de prise en charge va nécessiter inévitablement euh, une démarche, une démarche qui implique quelque part une genre de remue-ménage intérieur pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que je vous parlais tantôt d'une crise individuelle avant de parler d'une crise collective. La crise individuelle, c'est de nous remettre en question. On a été dépendant de bien des choses jusqu'à maintenant dont on a bénéficié, les gouvernements inclus, on a bénéficié des gouvernements parce qu'on ne voulait pas quelque part se prendre en charge. On a bénéficié de plein de choses parce qu'on ne voulait pas se prendre en charge. Et dans ce sens-là, je pense que la situation, ben, elle est une belle position pour se dire, ben, peut-être qu'il est temps de se prendre en charge. Et c'est peut-être ça, quelque part, qu'il faudrait envisager. Et chacun individuellement, on peut commencer à générer quelque chose. Et si on le génère, nous, ben, comme je disais tantôt, on génère aussi des possibilités que d'autres êtres humains ont envie de générer quelque chose aussi. Et de cette façon-là, ben, on crée une communauté de transformation. Et c'est peut-être ça qu'il faut envisager dorénavant maintenant.
Et c'est ça un peu l'idée de départ de ce que je voulais proposer par rapport à cette petite conférence-là. Comment savoir de quelle famille d'âmes on fait partie? C'est pas trop important, je te dirais, à ce stade-ci, parce que là, évidemment, ce sera un autre sujet. Ce que je te dirais, c'est que je t'en ai présenté 7 très sommairement aujourd'hui, mais il y a d'autres conférences sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir que il y a beaucoup de conférences. Il y en a peut-être qui vont vous parler plus concernant les 7 familles d'âmes, parce que j'en parle un peu plus longuement dans certaines d'entre elles, dans lesquelles je vous demande de faire des pourcentages, de vous identifier en termes de pourcentage par rapport à la famille d'âmes avec lesquelles vous vous sentez le plus en résonance. Ce serait une façon simple de pouvoir le faire. Il faut comprendre que pour moi, une famille d'âmes, c'est pas comme certains autres, hein, certaines personnes qui vont parler de famille d'âmes d'une façon un peu plus. On est dans une famille d'âmes, non, on peut être dans plusieurs familles d'âmes, et on a certainement une dominance dans notre vie, actuellement dans notre vie. Elle pourrait changer à travers notre vie aussi. Hein. C'est ça un peu que j'aimerais vous faire comprendre. Mais l'idée, finalement, le plus important, c'est de quelle façon, moi je reviendrai avec ta question, imaginez en disant quelque chose comme ceci, comment pourrais-je être en harmonie avec moi? Comment pourrais-je être en accord avec la mission de vie que j'ai envie de parcourir? Alors, je pense que je reviens avec ce que je disais tantôt au niveau de les étapes. La première étape, c'est quoi? C'est je suis assis, puis je me dis pourquoi je me lèverais là? C'est quoi qui me stimulerait? C'est quoi qui me ferait envie? Déjà, on est en train de se connecter avec notre famille d'âme. Quand on commence à reconnaître qu'il y a des choses qui nous font envie, qui nous stimulent, bien souvent, quelque part, cette stimulation-là, elle est générée par un mouvement de vie qui nous amène à vouloir se réaliser, puis à vouloir être en accord avec soi. Et je pense que ça peut être intéressant, donc, de se poser ces questions-là. Puis l'enracinement, certainement, la cohérence cardiaque, toute cette relation, effectivement, être plus sensible à soi, va nous aider aussi à nous relier davantage avec cette envie de se connecter avec notre essence fondamentale. Je vais donc je pourrais revenir vers toi, Magéna, pour regarder intuitivement si tu veux, mais comme je te dis, bon, on pourra regarder ça. Je vais aller avec Laura qui me dit, je veux bien une démonstration. Donc, Laura, tu es toujours là? Je vais te faire une petite démonstration. Tu as peut-être un thème ou j'y vais selon ce que je perçois? Si tu peux me répondre, Laura, pour que je puisse regarder ça. Donc, je vais me mettre en relation. Je laisse le venir. OK, c'est ça. Ça, ce que je te dirais, Laura, c'est que la première chose que je sens de toi, c'est que la tête est agitée, mais elle a envie d'exploser. Alors, c'est un peu comme le sentiment de faire le vide. Toi, faire le vide, c'est comme j'ai peur, je vais donner comme ça, hein, j'ai peur, et parce que j'ai peur, je suis dans mon mental, puis je pense à toutes les possibilités. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, il pourrait se passer 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 ça. Et là, on surchauffe la tête. Et on devient tellement en surchauffe qu'à un moment donné, on aurait envie de crier très fort, laissez-moi tranquille. Et quand je dis laissez-moi tranquille, c'est mon mental doit me laisser tranquille. Donc, l'idée là-dedans, c'est de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour me sécuriser? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir en paix, en harmonie? C'est pas être irresponsable, c'est pas se fermer les yeux face à la réalité. C'est simplement vivre dans le moment présent, puis de reconnaître à quelque part que si je peux faire quelque chose aujourd'hui pour améliorer ma vie ou améliorer la vie commune, communautaire de la collectivité humaine, qu'est-ce que je pourrais faire? Et de quelle façon que je pourrais le faire le plus humblement possible pour pouvoir le faire? On n'attend pas la perfection, on le fait selon ce qu'on ressent comme étant l'action qu'on pourrait faire. Et moi, je pense beaucoup que ça peut être une solution. Puis dans ce sens-là, Laurent, moi, ce que je sens, c'est que tu retrouverais la joie de vivre de l'enfant. L'enfant, c'est quoi? Un enfant, quelque part, ne se pose pas un million de questions. Il se dit, par exemple, ben, toi, aujourd'hui, ce que j'ai honoré le sol sur la planète. Je suis convaincu que grâce à cette petite action que j'ai faite, je vais changer le monde et je vais amener la paix sur la Terre. Donc l'enfant a cette espèce de naïveté de dire, ben, j'ai fait quelque chose et je suis convaincu que je contribue à amener une transformation sur Terre. Alors cette fameuse foi, c'est la foi finalement interne de l'enfant quelque part qui a la foi, qui croit que les petits gestes qu'il peut faire peuvent changer le monde. Et l'adulte, malheureusement, parce qu'il devient adulte, il perd cette forme de naïveté-là, puis il perd quelque part sa conviction qu'il peut, lui, changer le monde. C'est ce qui fait qu'on devient très vite négatif en tant qu'être humain, parce qu'on regarde la société, on pose un regard extérieur, hein, on regarde la société, on pointe du doigt tout ce qui va mal, puis on se dit à quelque part c'est de la merde tout ça. Et on le rejette, et on oublie à quelque part de renouer contact avec cette position d'adulte et d'adulte finalement qui reconnaît son pouvoir d'action. Son pouvoir d'action, c'est celle de l'enfant, qui reconnaît que parce qu'il rêve l'enfant, il peut envisager un monde meilleur. Et je pense que les grandes traditions chamaniques disaient souvent qu'on a créé, on a rêvé le monde dans lequel on est.
On a rêvé ce monde-là, c'est-à-dire qu'on l'a conçu. On est tous dedans, puis on l'a rêvé. Ça veut donc dire quelque part que si on veut changer ce monde-là, il faut rêver différemment. Et rêver différemment, c'est quitter quelque part ce que la programmation sociale nous a enseigné. Par exemple, finalement, il faut toujours faire plus d'argent, il faut toujours avoir une plus grosse maison, il faut toujours ceci, il faut toujours cela. Cette espèce de vision de la prospérité qui est basée sur l'exploitation, en fin de compte. Parce que cette prospérité que moi, j'essaye d'avoir, ben, elle est souvent amenée parce que j'ai pu réussir ou que des gens dans le monde souffrent. Alors, cette prospérité, elle a une conséquence, elle ne me permet pas d'avoir une forme de vision juste de la collectivité humaine, parce que quelque part, cette espèce de notion de capitalisme, souvent, repose sur on a beaucoup parce que d'autres gens n'ont pas beaucoup. Et c'est là, quelque part, que c'est injuste, cette vision-là. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à tout ça, Laura. Donc, c'est un peu l'idée, quelque part, de base que je voulais te faire comprendre, Laura, c'était donc finalement de quitter ton mental, en fin de compte, pour ramener justement à cette position d'enfant. En effet, j'ai perdu mes rêves d'enfant. Mais c'est ça, quelque part. Moi, je pense que je t'inviterais à reprendre un papier et un crayon, puis à dessiner tes rêves d'enfant. Les dessiner, puis j'irais même plus loin, de dessiner tes rêves d'adulte. Tes rêves d'adulte, à quelque part, sont porteurs d'une énergie. Puis ils sont porteurs d'une énergie, finalement, qui sont directement reliés. Tu sais, tu me dis, parce qu'ils ne se réalisent pas. Moi, je vais te parler d'assumer ses rêves. Assumer ses rêves, c'est pas attendre qu'ils se réalisent, c'est de les réaliser. Parce que souvent, la position du Père Noël, l'enfant qui attend le cadeau du Père Noël, c'est la position de l'attente. J'attends que quelqu'un m'apporte ce que je veux. Dans une relation amoureuse, j'attends que mon amoureux me donne le bonheur. Dans un contexte professionnel, j'attends que mon patron me donne des conditions profitables pour que je sois heureux, etc., etc. On se retrouve dans une position souvent de passivité. Je te parle de ça, Laura, parce que je pense que comme tu es quelqu'un qui est très dans la sécurité, qui cherche beaucoup à prévoir les coûts, bien, on est dans un mode défensif. Puis un mode défensif, c'est pas un mode créatif. C'est pas un mode où on ose créer notre réalité. Parce que justement, on est dans un mode où on essaie de se protéger de la réalité. On a peur de la réalité, on la voit comme étant négative. Donc, on est toujours un petit peu en train de se protéger d'elle parce qu'on veut éviter qu'elle nous fasse du mal. Mais en faisant ça, on n'est pas dans une position où on a la foi, on n'a pas la foi en soi, on n'a pas la foi en nos rêves, et on n'a pas la possibilité de créer ou de réaliser nos rêves ou de réaliser notre réalité, notre vie. Tu vois, c'est ça un peu que je te dirais par rapport à ça, Laura. Je ne sais pas si tu peux me dire comment tu reçois ça. Tu vois, quand on cherche à faire déprogrammer un peu ton énergie, Laura, la première chose que je sens, c'est comme s'il y a quelque chose de très lumineux qui prend forme dans ton cœur très rapidement et qui est vraiment en liaison. Tu sais, qu'on dit je m'aime. Alors, s'aimer, ça peut être bien vu, comme ça peut être mal vu, hein, c'est parce que des fois, on n'a pas cette convention, nous, de dire ah oui, j'ai le droit de m'aimer. Des fois, on a l'impression que aimer, c'est pas quelque chose de bien. Mais je pense, moi, quelque part, que aimer, c'est quelque chose de merveilleux, de fantastique. S'aimer, c'est extraordinaire. Et que quand on s'aime, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est en train de prendre conscience quelque part qu'on a des soins à s'apporter à soi-même. Ces soins-là, finalement, nous ramènent à nous dire, ben, il y a des choses que je ne veux pas parce que ce n'est pas acceptable pour moi. Je suis pas en train de me demander est-ce que c'est acceptable ou c'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable. Donc, je suis en train d'assumer euh, une forme de foi que j'ai en moi, de reconnaître que ce n'est pas acceptable. Donc, je vais agir en conséquence. Et là, ça m'amène à prendre conscience en dedans de moi que quand je reconnais que ce n'est pas acceptable, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vibrer en moi et de reconnaître que quand je dis que ce n'est pas acceptable, je sens une excitation, je sens de l'énergie en moi parce que je reconnais que ce n'est pas acceptable. Je ne suis pas en train de tergiverser avec moi-même. Je reconnais que j'ai de l'excitation parce que je reconnais que ce n'est pas acceptable. Et ça va m'amener à quoi? Ça va m'amener justement à manifester cette envie de mettre un plan de match, un plan d'action pour me dire, mais comme c'est pas acceptable, voici la façon que je vais me comporter dorénavant. Et par la suite, bien évidemment, je vais créer un réseau de gens qui vont mieux correspondre à ce que je veux avoir comme réalité. Donc, je vais commencer à créer ma réalité en me reliant à des gens qui vont me donner une lumière différente que celle que j'avais reçue jusqu'à maintenant. C'est là qu'on touche la foi. C'est là qu'on commence à se sortir justement de ce que moi j'appelle la victimisation, parce que la victimisation, c'est celle qui dit ah, mais j'avais des rêves, mais ils ne se sont pas réalisés. Ça, c'est la victimisation de cette personne-là qui ne reconnaît pas qu'elle peut prendre ses rêves et se dire, mais tiens, moi, il y a un rêve qui est important pour moi, j'ai envie de le réaliser et je vais le réaliser. Ça, c'est la personne qui se prend en charge. C'est la personne qui a la foi en elle, qui sent quelque part une excitation parce que justement, elle reconnaît cette envie de se réaliser. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Laura.
Puis ça, c'est quand j'amène de l'énergie en toi, dans la région du cœur, plus particulièrement, puis c'est la cœur qui est une zone de tension actuellement dans ce que je perçois de toi, bien évidemment, c'est tout lié à la peur de s'aimer. Si je m'aime, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que les autres vont accepter que je m'aime? Parce qu'accepter qu'on s'aime, c'est pas faire ce que les autres veulent que l'on fasse, c'est de commencer à reconnaître qu'on a envie de faire quelque chose et on va le faire. Donc, on va prendre une direction qui nous est propre, une voie qui nous est propre, un chemin qui nous est propre. On va reconnaître qu'on a un chemin qu'on a envie de prendre et qu'on n'a plus envie de se soumettre au chemin que les autres pouvaient nous proposer. Et ça implique la foi, justement. J'ai la foi en moi à un point tel que je me donne la permission de croire en moi et de ne pas croire en l'autre. Alors ça, c'est une position importante parce que ça veut donc dire quelque part que j'apprends à m'individualiser et à valoriser quelque part la lumière qui est en moi, puis à lui donner sa pleine expression. Et je pense que c'est ça un petit peu que je sens que tu es en train de développer dans ta vie à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça te parle, Laura, ce que je viens de te dire. Pendant ce temps-là, je vais peut-être laisser donc Laura pour me revenir là-dessus. Puis je vais parler d'Isabelle qui dit chacun devrait essayer de suivre son intuition le plus possible sans attendre d'être reconnu ou aimé des autres, même si ce n'est pas facile. Il faut rester fidèle à soi-même et ne pas se définir en fonction de la majorité. Et ça revient avec la position d'alignement. La position d'alignement, c'est reconnaître que je reconnecte avec mon énergie de la terre, celle du ciel, et que je reconnais quelque part que j'ai une expression personnelle en moi que j'ai envie de manifester. C'est un peu ce que je disais avec Laura d'ailleurs. Donc Laura me répond contrat d'âme, oui, manque d'amour de soi. Je ne sais pas pourquoi tu parles de contrat d'âme, Laura, à ce moment-là. Mais ce que je te dirais, ceci par rapport à ceci, c'est que le contrat d'âme, ça m'amène évidemment à me faire penser justement au contrat sacré que moi j'appelle le contrat sacré. Qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration que je fais envers l'univers dans lequel je reconnais qu'il y a des choses que je n'accepterai plus dorénavant parce que j'ai pris conscience que c'était quelque chose de ne pas acceptable. Et c'est cette déclaration qui va m'amener justement à amener une transformation. Mais j'y passe depuis tant d'années, je suis sur la voie de la guérison. Oui, absolument, Laura, tu es sur la voie de la guérison, puis la voie de la guérison implique justement que ton caractère se manifeste plus de sensibilité. Je reviens avec la question de Mustapha qui dit quelle différence fais-tu entre la sensibilité et la susceptibilité? La sensibilité, quelque part, c'est, je dirais ça comme ceci. C'est, en fin de compte, c'est intéressant comme question. La sensibilité, finalement, c'est quoi? C'est je suis sensible. Moi, être sensible, c'est par exemple, je suis un intuitif, je suis sensible à ce qui se passe en moi ou ce qui se passe chez une autre personne. Que ça, c'est une forme de sensibilité. La susceptibilité, c'est une irritation. C'est-à-dire que la sensibilité que j'expérimente me rend inconfortable. C'est une sensibilité, mais une sensibilité qui est inconfortable et qui fait que j'ai donc envie de réagir fortement envers les situations qui se présentent autour de moi. La question fondamentale à se poser à ce moment-là, c'est pourquoi je suis susceptible. Et là, ça demande justement de poser un regard à l'intérieur de moi-même pour commencer à identifier la raison d'être de cette susceptibilité-là. Parce que la susceptibilité peut être juste. Par exemple, je vais dire quelque chose. Moi, si je dis à quelqu'un quelque chose de désagréable et que la personne me dit qu'elle est insultée, je pourrais très bien lui dire, mais tu es susceptible. Mais si cette personne-là, elle trouve ça inacceptable ce que je lui ai dit, ben, elle est peut-être dans la justesse de son côté à elle, de dire, ben oui, c'est pas juste ce que tu as dit, ça m'a blessé, etc. Donc, inévitablement, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à dire, ben oui, je reconnais ta sensibilité. C'est là qu'on vient à la sensibilité. Tu vois, la susceptibilité, c'est quoi? C'est un point de vue. Le point de vue, c'est que tu es susceptible. Alors que finalement, non, je ne suis pas susceptible, je suis hypersensible, ou je vis quelque chose en moi. Puis c'est là quelque part qu'on doit reconnaître l'idée de je ne pointe pas du doigt les autres. Parce que l'idée, quelque part, de, de pointer du doigt les autres nous ramène encore une fois au jugement. Et le mot susceptibilité est relié à un jugement. Hein, je suis susceptible. Alors qu'on sait quelque part que l'être humain que je suis est un être sensible par définition. Mais comme la société nous a demandé de nous conformer à la société, ben, ce niveau de sensibilité que j'ai, on a appris quelque part à l'identifier comme étant quelque chose de dérangeant. Si je suis sensible, je suis dérangeant. Trop sensible, je suis dérangeant parce que la société je ne vais pas pouvoir fonctionner à la société si je suis trop sensible. Donc, on va me demander d'être moins sensible. Donc, je vais devoir me conformer à un comportement plus conforme pour éviter effectivement de reconnaître mon hypersensibilité. Et c'est ça quelque part qui est intéressant dans cette idée de sensibilité et susceptibilité, c'est qu'on est toujours sensible. Et que maintenant, quand je suis sensible, je ne suis pas obligé de dire je suis sensible et je trouve que tu es dégueulasse, c'est ce que tu viens de me dire. Tu vois, ça c'est déjà, on est dans une relation, encore là, on affronte l'autre, on pointe du doigt l'autre. Et je pense que c'est important de faire comprendre que ce que tu viens de me dire, mais toi,
tu l'as sans doute pas voulu me le faire, mais ça m'a fait mal, ça m'a blessé parce que tu sais que moi, quand j'étais jeune, ben, on m'a dit des choses comme ça, puis ça me faisait toujours mal, puis ça me remet en contact avec ça, puis j'ai envie de pleurer, puis je suis convaincu que c'est pas ça que tu voulais, mais moi, ça m'attriste, puis j'aimerais ça dorénavant que tu fasses attention, parce que moi, je suis sensible à ça, puis considérant mon histoire de vie. Alors, vous voyez que ça nous ramène à l'idée de comment la réaction-réaction, de quelle façon que je réagis à quelque chose qui m'est manifesté. Et c'est là qu'on apprend justement à développer une relation de la verticalité, justement, l'horizontalité, verticalité, c'est de me retrouver dans une position justement où j'assume qui je suis sans attaquer l'autre. Et c'est ça, quelque part, qui est une difficulté à faire. Et c'est là qu'on tombe dans la sensibilité et non pas la susceptibilité, je dirais. Mais je dis pas de. OK, ça on est passé. Chris qui me dit comment ne pas se laisser déstabiliser par un mot ou une phrase d'une personne qu'on en apprécie. Ben, bon, premièrement, il y a plein de mots puis plein de choses. Ça, tu vois, c'est là qu'on parle de sensibilité, encore une fois. Si je me sens déstabilisé par un mot ou une phrase qu'une personne me dit, c'est que cette personne-là m'a dit quelque chose qui m'a blessé ou qui m'a fait réagir ou à laquelle qui a résonné en moi d'une façon négative. Donc, l'important là-dedans, c'est de partager à mon partenaire ce que je vis. Par exemple, cette personne m'a dit quelque chose qui m'a blessé ou je me suis senti rejeté par elle, mais l'important, c'est de lui dire, regarde, toi, tu sais comment je t'aime, tu sais, j'apprécie beaucoup qui tu es, mais là, ce que tu viens de me dire, ça est venu chercher quelque chose en moi qui m'a fait de la peine. Je sais que tu n'as pas voulu mal faire, puis c'est pas mon intention de dire quelque chose de négatif par rapport à ça, mais ça m'a fait mal, puis j'aimerais ça finalement te partager pourquoi cette douleur-là est présente, parce que bon, tu sais, moi je suis quelqu'un finalement qui a besoin beaucoup, beaucoup d'être aimé, puis c'est sûr que si tu as des choses que tu veux me dire euh, pour me faire avancer, ça va me faire plaisir de l'entendre, mais là, dans ce cas-ci, quand tu me dis ça comme ça, j'ai l'impression finalement que ça fait plus mal qu'autre chose. Je suis certain que c'est pas tes intentions, mais moi, j'ai besoin quelque part de douceur. Puis si tu as quelque chose à me dire, ben, j'aimerais ça quelque part que tu me le dises avec délicatesse. Là, tu me le dis d'une façon qui m'a brusqué. Tu vois, ça pourrait être quelque chose comme ça, Chris, qui pourrait être possible de faire, qui pourrait donc amener une discussion. Hein, c'est l'idée de partage, l'authenticité. Parce que quand on est en réaction envers l'autre, c'est là que ça ne marche pas. Parce que la réaction va toujours finalement entraîner quoi? Une réaction de l'autre aussi. Et ça va créer un conflit. Donc, c'est toujours préférable de chercher à développer une relation d'alignement. L'alignement, c'est moi, je vis quelque chose, je vais le partager avec l'autre. Je ne vais pas commencer à lui dire à l'autre qui est comme ceci, comme cela, parce qu'il m'a dit ça. Je vais plutôt partager avec lui ce que je vis, tout simplement, et je vais voir comment lui va réagir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à une meilleure communication, je dirais. Laura qui me revient, la foi, l'amour de soi s'incarne dans ma conscience, c'est OK, c'est mon choix. Bien sûr, c'est tout à fait. Puis moi, je te dirais, quelque part, Laura, que ce que tu viens de me dire, c'est une belle phrase. Maintenant, assume-la. Je vais te dire ça comme ça. Et quand je dis ça comme ça, pourquoi je dis ça? C'est qu'un enfant, à quelque part, qui s'aime et qui s'apprécie, il s'aime et il s'apprécie. C'est-à-dire qu'il agit en conséquence. Alors, réfléchis à ça, agir en conséquence. C'est bien beau de dire quelque chose à la tête, une belle phrase, mais de quelle façon que moi, je l'incarne dans ma vie? De quelle façon que je l'incarne dans mes relations, dans les échanges que j'ai avec les gens? Alors, peut-être que ça pourrait être intéressant pour toi de réfléchir de quelle façon que tu peux incarner davantage la femme que tu es. Puis, évidemment, en reconnaissant que tu as peut-être des résistances ou des peurs ou des fragilités qui te donnent l'impression que ça va être pas facile pour toi de faire ça. Mais c'est là que commence le vrai changement pour moi. C'est pas de rester dans des phrases comme ça, qui sont plus de l'ordre de la tête, mais de descendre dans son corps pour reconnaître qu'à l'intérieur de nous, on a envie de dire stop. Il y a des choses que tu veux dire non, Laura. Il y a des choses que tu veux plus accepter. Donc, ça ne sert à rien de dire une phrase si tu n'assumes pas cette volonté que tu as de dire non à quelque chose. C'est ça que je veux te faire comprendre là-dessus. Pour ça, je reviens un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres réflexions concernant ce que j'avais à transmettre aujourd'hui?